Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bienvenue dans On Libère l'écho, une émission économique et woke, parce que nous sommes aujourd'hui entre woke pour parler de woke, donc on s'est créé un petit safe space. Je vous présente Timothée, bienvenue Timothée. Merci Victor, merci pour l'invitation. Donc Timothée, toi tu as une chaîne YouTube, je crois que tu co-animes et on aura le lien sous la vidéo. Et par Mhm. ailleurs, tu vas nous éclairer sur les problématiques psychologiques qui sont aussi au cœur du wokisme. J'espère que je pourrai avoir un regard éclairant là-dessus, sachant que c'est un sujet que j'ai pas mal étudié, mais j'en ai jamais rien fait en vrai. Juste, ça Mhm. m'intéressait de voir le, le, comment on en arrive là, quoi, vraiment, comment on en arrive Mhm. là. Et donc, j'espère que je pourrai apporter quelque chose. En même temps, c'est ton métier de t'intéresser aux maladies mentales. C'est ça, c'est ça. Ah oui, tiens, d'ailleurs, ta position sur est-ce que la gauche est une maladie mentale? Si la version simple et puis la version un peu plus nuancée. Est-ce que la gauche est une maladie mentale? Bon, je vais d'abord répondre non parce que je pense que même attaquer frontalement comme ça sert pas à grand chose à part bloquer les gens et tout ça, et ça ouvre pas forcément le discours. Et c'est globalement ce que j'essaye de faire. Enfin, ce que j'essayais de faire, j'essaye de moins en moins parce que ça me fait chier maintenant, mais d'ouvrir un petit peu justement les perspectives et d'ouvrir à d'autres choses. Mais je pense que les gens qui sont qui sont vraiment impliqués, c'est-à-dire les gens qui vraiment se revendiquent de gauche et qui sont vraiment impliqués, ne comment dire, ont pas suffisamment, ont pas, ont l'aspect rationnel n'est pas là en fait. Très clairement, Mhm. c'est principalement de l'aspect émotionnel, et c'est pour ça globalement qu'il y a autant de gauchistes que d'idéologie gauchiste que de gauchistes. Parce que si justement il y avait ce lien qui se faisait, bah en fait ils se rendraient compte que chacun a sa petite idée de comment doit fonctionner le réel, et ils se rendraient compte que bah ça ne fonctionne pas quoi. Et en fait c'est en réalité les personnes à gauche en général, bah, quand ils communiquent entre eux et que tu essayes de vraiment les faire communiquer, tu te rends compte que bah, chacun a un plan précis, mais qui est un plan bah, qui est personnel, qui émane pas d'un aspect rationnel et collectif, enfin qui est objectif plutôt, mais plus d'un aspect personnel. Moi, je pense Donc qu'ils sont est-ce que zinzin c'est une quand même. maladie mentale? En tout cas, c'est énormément des personnes autocentrées, je trouve. Enfin, surtout tous ceux avec le vertu signaling, ce genre de trucs. Mhm. Je ne sais pas me décentrer de mon petit point de vue. Ok. Bah, moi, je propose qu'on s'envoie quelques actus. J'en ai une économique d'abord parce que je trouve que c'est intéressant. Et après, bah, je vous laisserai partager certaines choses. Et puis, j'aurai un petit cas clinique à vous montrer. Alors, ça, je trouvais. Est-ce que vous voyez mon écran? D'accord. Donc c'est Stéphane Séjourné Stéphane Séjourné, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est un grand orateur, un gars qui est très impressionnant quand il prend la parole. C'est un placé de Macron, c'est Macron qui l'a placé à la Commission européenne, et comme beaucoup de gens qui entourent Macron, bah, ils sont de plus en plus mauvais. On a l'impression que il y avait quelques personnes qui avaient du plomb dans la tête au début du premier mandat de Macron, puis il est de plus en plus entouré de nuls, parce que je pense que la plupart sont partis et ont compris la supercherie. Mais bref, il nous dit: l'automobile européenne était en danger de mort. Aujourd'hui, nous changeons le cours de l'histoire avec de nouvelles flexibilités pour atteindre notre trajectoire de décarbonation et la grande entrée du Made in EU dans notre politique industrielle. Donc déjà ça, j'adore. C'est en gros, on démord absolument pas de notre objectif de décarbonation, mais on est plus flexible. Donc c'est une manière de dire, bon, on a réalisé qu'on faisait absolument n'importe quoi, mais on veut pas lâcher le morceau. Et donc voilà le plan pour l'automobile: maintien du cap sur la baisse des émissions de CO2 et introduction de nouvelles flexibilités. Donc voilà, on adoucit notre objectif sans trop l'adoucir. Préférence européenne dans le calcul des émissions de CO2, conditionnement de l'aide publique au Made in EU, renforcement de la filière de batteries européenne, création d'une catégorie réglementaire spécifique pour une petite voiture électrique européenne à moins de 20 000 euros avec avantages concrets. Et moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que, vous savez, il y a plusieurs signes qui montrent que l'Union européenne se rapproche de plus en plus d'une techno-dictature. Il leur manquait quand même la bagnole.
il leur manquait la bagnole parce que quand on s'inscrit un petit peu dans l'histoire des régimes totalitaires, il y a toujours un moment où ils ont voulu nous refourguer une bagnole. Vous avez eu une Volkswagen, vous avez eu comment elle s'appelait en Italie? Mussolini avait aussi fait la promotion d'une bagnole, je crois qu'elle s'appelait la Fiat Topolino ou un truc comme ça. Vous avez c'est ça, une je crois. voiture qui s'appelle Drapeau Rouge en Chine. Vous avez eu une Seat spéciale de Franco. Et donc là, l'Union européenne va nous servir sa petite voiture à la con à moins de 20 000 balles. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ce que ça veut dire ça, c'est qu'il va falloir des places de stationnement spéciales dans les villes pour pouvoir garer ces petites voitures européennes. Donc je vous laisse imaginer l'enfer de l'usine à gaz qui va découler de ce petit projet du Made in EU. Donc c'est très sympa. Mais en tout cas, il manquait ça. Après la surveillance totale de nos communications, maintenant l'Union européenne va se doter de sa petite voiture du peuple. Et donc c'est vachement bien. L'usine à gaz sans aucun mauvais jeu de mots, je suppose. Les gars, faites gaffe, vous êtes sous les radars. Faites gaffe avec ce genre de truc. On sait très bien que vous êtes à l'extrême droite de voilà. Bah, vu que j'ai mis les pieds dans le plat, moi, il y a un truc qui me fait vachement rire. Ils sont en train de démontrer que la planification, ça marche pas. En fait, ils se sont dit, on va électrifier tout le parc automobile européen. On va se couper du monde déjà. On va prendre des décisions que personne ne prend et on va imposer aux constructeurs européens de faire que de l'électrique. Il s'avère que les gens n'en veulent pas parce que ça coûte une fortune. 2, que les constructeurs européens n'étaient pas prêts parce que c'était pas naturel. Et que du coup, en fait, on a fait que importer des bagnoles de Chine. Pour donner un exemple, je crois que là, il y a le cas de Porsche qui a publié ses résultats. Hein. Ils sont passés de 4 milliards de bénéfices à 40 millions sur une année, alors que c'était le groupe le plus profitable du monde. Hein. Il n'y avait pas plus profitable que Porsche. Pour juste précision, c'est aussi parce qu'ils ont fait plein d'investissements. Notamment, ils ont réinvesti une fortune dans le thermique. Parce qu'ils se sont rendus compte que l'électrique, c'est de la merde. Et qu'ils sont complètement en retard par rapport aux Chinois. Et en fait, ils sont juste en train de dire, écoutez, on a planifié un truc, on se rend compte que ça marche pas, du coup, on va planifier l'inverse, ça va peut-être marcher. Parce qu'en fait, la flexibilité, c'est ça, hein, c'est en gros, on va arrêter de faire chier, et on va essayer de revenir un peu en arrière. C'est vraiment une bande de clowns. Et pour lire mais en l'archipel du arrosant Goulag, quand même un peu de subvention, quoi. On va revenir en arrière, mais on va quand même subventionner une petite bagnole électrique européenne. Donc non, c'est vraiment n'importe quoi. On a ouais. Et pour moi, juste pour finir, en ce moment, je lis l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. C'est vraiment la même chose. C'est vraiment le comité central. Enfin, en fait, entre l'Europe et l'URSS, il y a quasiment plus aucune différence. C'est-à-dire que sauf qu'il n'y a pas encore des millions de morts, mais c'est vraiment, il y a un comité central de personnes qui se pensent malines et qui essayent comme ça de diffuser des idées et de l'imposer à des millions et des millions de personnes. Mais en fait, aujourd'hui, sans l'UE, on aurait des voitures à 2000 euros pour tout le monde et des voitures qui coûtent 20 000 euros mais qui seraient d'une qualité monstrueuse. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, une voiture à moins de 30 000 euros, c'est une canette la plupart du temps. C'est des trucs un peu pourris. Il n'y a aucune raison qu'on en arrive là. Alors, la seule raison pour laquelle il y a moins de morts que pendant l'URSS, c'est parce que le niveau de richesse est bien plus élevé. Mais ça n'empêche que en termes de pourcentage de ce qui est récupéré par l'État et tout ça, c'est quasiment la même chose que pendant l'URSS. Donc c'est juste que ce qui permet d'éviter les famines, les trucs comme ça, c'est juste que le niveau de richesse est plus élevé. Mais les gens s'en rendent pas compte. Ils se disent niveau de richesse plus élevé, il y a jamais eu autant d'État, donc c'est grâce à l'État. Et ils inversent totalement alors que c'est la technologie qui permet de s'enrichir. Et l'État vient juste récupérer des trucs que la technologie permet de mettre en avant de toute façon. Donc bon. Ça peut venir les famines, hein. Ça, avec les agriculteurs sous perfusion qui sont plus capables d'être rentables, plus le bio et tout ça, je pense que ça va être la prochaine étape, ça va être sympa. Mais peut-être on va se lancer dans de la production massive d'insectes pour compenser. Et je pense qu'on aura le tout. Je t'en prie, Victor, tu voulais dire quelque chose. Juste jusqu'à quand ils vont garder leur histoire de CO2 et tout, parce que là, tu sens quand même qu'au fur et à mesure, l'histoire se brise un peu, qu'il y a le réel qui revient et qu'il y a des gens qui ont juste envie de vivre. Et tu sens qu'au fur et à mesure, leur propagande, elle est de plus en plus douce et à un moment, ils vont même te faire
galipette arrière et ils vont te dire ah en fait c'était les complotistes qui voulaient qu'on mette ça en place ou j'en sais rien. Ils vont réussir à te la mettre à l'envers et s'écarter du projet et te dire ah non mais nous on n'a jamais été pour ça en fait et tout le monde va dire ah mais oui non mais c'est vrai en fait, un peu comme le port du masque ou ce genre de choses où en fait un jour c'est l'un et puis l'autre jour c'est l'autre et je suis certain que ça va arriver parce qu'en fait c'est intenable et que sinon ils vont s'effondrer sur eux-mêmes et il va y avoir une crise psychologique déjà chez la classe politique et puis même chez les gens et puis il va falloir qu'ils trouvent un nouveau discours. Alors est-ce que ça va juste être la guerre c'est une bonne transition parce que d'un coup tout le monde oublie tout et après tu peux redémarrer un système et ça serait l'alternative. Pour pas tout oublier, je vous invite, moi c'est ce que je fais, et c'est ce que j'ai fait avant et ça m'a aidé, c'est à faire des prédictions de ce que l'État va faire et des différents narratifs. C'est pour voir à quel point ça change. Et quand tu regardes 4 ans avant, tu te dis ah ouais bon non mais en fait c'est n'importe quoi. Et sauf que si tu vis dans un perpétuel présent, ils peuvent changer le narratif en boucle et puis les gens suivent quoi en fait. La prochaine étape, on la connaît, hein, c'est après avoir généralisé la voiture électrique, ils vont te mettre une taxe au kilomètre. Parce que le problème qu'ils ont, c'est qu'ils arrivent à moins collecter d'impôts via la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Et donc, ils sont en train de dire, on va maintenant vous mettre une taxe au kilomètre sur les voitures électriques qui sera payée lors du contrôle technique. Donc, tu peux pas vraiment y échapper. Ils vont relever le compteur entre les deux fois et ils vont te mettre une taxe au kilomètre. Ils sont déjà en train d'en parler. Hein. Donc, voilà, c'est ce qui va arriver aux Français. Je pense c'est déjà dans les tuyaux là. Ok. Est-ce que vous avez des actus à votre tour, chers camarades? Moi, j'en ai une petite, si vous voulez. Et en soi, il n'y a pas besoin de partager grand-chose. Mais je ne sais pas si vous avez suivi en ce moment ce qui se passe avec les hackers de Breach Forums. Ouais. Qui ont hacké la base de données de la CAF. En fait, on rigole, hein, mais c'est potentiellement un drame. Hein. Il y a un monde où c'est vraiment une folie, parce qu'on parle quand même de plus de 22 000 data. 22 millions 22 millions, oui, pardon. C'est nom, prénom, date de naissance, email, adresse, téléphone. Elle serait à jour de novembre 2025, donc en plus super proche. Et en plus, les petits malins derrière tout ça ont fait leaker des patronymes maghrébins pour foutre un peu la merde. Donc ils sont quand même vachement marrants et je pense franchement je sais pas quel est l'objectif derrière tout ça, j'ai pas non plus complètement creusé, mais moi ça me fait mourir de rire de me dire qu'il y a des mecs qui sont rentrés comme ça dans la base de données de la CAF et qui maintenant s'amusent à le leaker et qui font du chantage au gouvernement et en vrai ça peut vraiment être assez dangereux parce que on sait tout le ressentiment qu'il y a dans notre cher pays et de leaker des données pareilles avec tout qui reçoit quoi. Ça va commencer à regarder son voisin en bizarre un petit peu. J'ai suivi ça et j'ai suivi notamment la communication du gouvernement. Donc la première communication, ça s'appelle Nunez, je crois. C'est le ministre de l'Intérieur. Et donc il explique, oui, on a eu une intrusion limitée dans nos données parce que à la base, ce qu'il voulait, c'était récupérer l'ensemble des dossiers en cours sur les criminels. Leur objectif, c'était de savoir qu'est-ce que c'est l'état des hackers, quels sont les éléments qui peuvent mobiliser à charge contre eux. Donc, ils voulaient savoir où en étaient les procédures sur des copains à eux. Et finalement, ils ont pu récolter quelque chose de beaucoup plus gros. Et donc là, le ministre a dû adapter sa communication en disant oui, alors en fait, c'est une intrusion sérieuse et il y a peut-être des complicités internes. Donc là, ça commence à être intéressant. Et ce qu'annoncent les hackers, c'est qu'ils n'ont pas seulement chopé les données du ministère de l'Intérieur, ils n'ont pas chopé seulement les données de la CAF, ils ont chopé également les données de la DGFiP. Donc ça veut dire le patrimoine de tous les Français. Et c'est là que c'est intéressant parce que si on intègre ça dans ce qui s'est passé, vous savez, on a eu des attaques très violentes contre les possesseurs de crypto. On a appris au printemps de cette année qu'il y avait une complicité, une agente des impôts qui avait monnayé les données de patrimoine des détenteurs de crypto à des criminels pour qu'ils puissent avoir un ticket de loto gagnant et puis péter la porte de la bonne personne. Et donc là, s'il y a potentiellement toutes les données de la DGFiP qui ont été récoltées, ça veut dire qu'elles vont être très rapidement monnayées sur le marché noir et tu vas avoir des gens qui vont se faire péter leurs portes, les retraités aussi parce que tu as toutes les données du système de retraite qui sont sorties, tout ça dans un contexte où les députés ont fait passer
une loi pour obliger tous les détenteurs de wallets froids à les déclarer dès l'année prochaine. Donc vous allez déclarer votre wallet à un État où vous avez à la fois le risque d'un hack et en plus des fonctionnaires corrompus qui potentiellement peuvent monnayer vos... donc voilà, si je ne suis plus résident fiscal français, mais si je l'étais, je ne sais pas si je partagerais des informations aussi sensibles avec ce type d'État. C'est dangereux ce que tu dis là, Victor. T'appelles à arrêter de déclarer là. Ah, je dis rien, moi je dis, je sais pas. Je me dis, si t'as une mafia au pouvoir, est-ce que tu collabores avec une mafia? Ouais, dur comme choix. Si vous voulez, j'ai une autre actu qui est vraiment pas mal. C'est la petite qui est là. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Javier. Ouais, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée qu'il a, notre Javier. Es interesante porque una de las leyes que estamos enviando al Congreso hace que aquellos políticos que sancionen o impulsen y voten leyes que implican gasto público sin contrapartida de ingresos, es decir, que violenten el equilibrio fiscal o que violenten el equilibrio monetario, van a ir presos porque tendrán una condena de 1 a 6 años. Se terminó la masacre populista. Ça, j'adore. Pour ceux qui nous écoutent, en gros, il y a un petit résumé là qui est fait de Javier Milei. Nous proposerons une loi intéressante au Congrès. Les politiciens qui votent des lois sabotant l'équilibre fiscal avec les dépenses publiques et donc des impôts cachés risqueront la prison. Et il dit justement, ils risquent une peine entre 1 et 6 ans pour tous ceux qui participent au massacre populiste. Ouais, c'est un Tchad. Ah, il est très fort. Et c'est une première dans l'histoire, comme c'était écrit. En gros, là, si j'ai bien compris, ils remettent du skin in the game, quoi. Tout à fait ça. Ce qui est la base de quelque chose qui marche, en fait. Moi, j'intégrerais bien un truc dans la politique française, c'est interdire dans la communication politique le fait d'employer le terme gratuit. Faire campagne sur je vais vous donner les transports gratuits, je vais vous donner la cantine gratuite, parce que vous avez une loi influenceur et une loi influenceur qui s'applique à des gens comme nous, et donc si on commence à mentir, ben on peut directement se manger l'État dans la tronche qui nous dit ouais, vous faites de la communication mensongère. Pourquoi est-ce que ça s'applique pas aux plus gros influx voleurs de l'histoire, à savoir les politiciens? Parce que eux, élection après élection, ils nous refourguent des trucs frelatés. Et en plus, ils le vendent avec une communication mensongère. Donc ça, pour moi, ça devrait être tout à fait interdit. On n'a pas le droit de dire c'est gratuit. Ouais. Et je me demande si c'est pas Javier Milei qui l'avait justement mentionné pendant sa campagne, qui avait dit que ça devrait être un crime quasiment de mettre en avant ce type d'idéologie et de dire que c'est gratuit. Je pense que de la même manière, il faudrait rendre interdit le communisme. Ouais. Et lui faire son fameux procès qu'il n'a jamais eu. Ouais. Mais en vrai, il y a toujours un moment où je me dis c'est dangereux quand on commence à criminaliser et à enfermer des adversaires politiques. Oui. Le point, c'est juste pas avec mon fric. C'est s'il y a des communistes qui ont envie de faire des cantines communistes, des écoles communistes, des entreprises communistes, qu'ils essaient de le faire sans subvention, et on verra si le communisme c'est autre chose qu'un truc sous perfusion. Donc je serais pas pour interdire le communisme, mais pour par contre définancer tout. Et je pense en fait ça revient à la même chose. Ouais. Tu fais du communisme avec ton argent. En vrai, il y en a beaucoup même qui sont communistes. Moi, je suis communiste, mais avec mes proches. Mais je suis pas communiste avec le monde entier, quoi. C'est-à-dire avec ma famille, avec ce genre de. Et en fait, c'est juste au bout d'un moment, le communisme à l'échelle individuelle, c'est juste du bon sens et de l'amour pour tes proches ou ce genre de truc. Mais c'est pas un truc complètement défragmenté qui te prend ton argent pour je ne sais où et je ne sais quoi. Quand on commence à t'imposer d'aimer de la même façon ton voisin qui est à 10 000 km et celui qui est en face de toi ou qui vit avec toi, c'est là que ça part en vrille. Ouais, clairement. J'avais eu un débat avec justement une communiste un jour et moi je suis enfin j'ai une éducation catholique et elle m'avait dit oui, mais c'est choquant ce que tu dis parce que elle voulait me faire culpabiliser parce que les catholiques doivent donner. Et j'étais là,
Oui, mais en fait, si tu dois donner, c'est que t'es pas en train de donner, c'est que t'es en train d'être obligé de quelque chose. Le principe du don, c'est que ça se choisit. Mais les neurones ne se touchaient pas à cet endroit-là. Et j'étais halluciné à quel point c'était... Enfin, c'était évident, mais c'était pas possible à entendre, quoi. C'était vraiment pas possible à entendre. C'était non, on doit donner, c'est comme ça. Bon, bah, du coup, on donne pas, on vole. Et puis surtout que enfin, l'Église n'a jamais prôné enfin, généralement, la quête, c'est pour les gens de ta communauté, c'est à l'échelle locale. Et en fait, c'est plein de petites localités qui font que globalement, ça marche. Et c'est profondément individualiste. C'est pas du tout je donne dans mon église à Amiens pour que au Liban, il y ait quelqu'un qui profite de cet argent. C'est en fait, ça va profiter à la communauté locale. Et si on part du principe que tout le monde fait ça un peu partout, ça s'améliore globalement. Et en plus, c'est de la vraie solidarité. Mais ils vont souvent truquer ça et c'est criminel, hein, grosso modo. On en revient toujours au même point. J'avais vu une actu là il y a pas longtemps, c'était je crois que l'État français qui avait fait des dons en Afrique pour replanter une forêt ou je sais pas trop quoi. Et j'étais là, mais bordel, c'est genre tu prends ils prennent ton argent pour aller pour planter une forêt en Afrique. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi. Mais en fait, c'est pire que ça. Il faut toujours revenir à la logique clientéliste. C'est que ils se débrouillent pour récupérer quelque chose. Ils font un cadeau avec une partie de la somme et après ils récupèrent quelque chose de l'autre côté. Donc ça a pas du tout. J'ai vu ça avec j'ai suivi les auditions de France Télé. Et c'est très intéressant les logiques que tu as avec France Télé. Donc notamment on a vu qu'ils s'étaient fait offrir des chambres d'hôtel à 12 000 euros, je crois, la nuit par des boîtes de production. Et donc ça veut dire que les boîtes de production obtiennent des créneaux et elles peuvent surfacturer à France Télé en l'échange de petits avantages en nature. Un autre truc intéressant, tu as une ancienne directrice qui a accordé tout un tas de créneaux d'antenne à une entreprise juste avant de devenir directrice de cette entreprise. Donc ça veut dire je m'achète un poste avec de l'argent public. Donc c'est plus on creuse, plus on voit ces petites logiques clientélistes et avec l'aide publique au développement, mais c'est dans des proportions qui sont gargantuesques. C'est systématique en fait. Quand on regarde il y a 4 ans, j'avais commandé un bouquin qui parlait ça de pantouflage et tout ça. Je sais plus exactement c'est quoi le titre du bouquin, mais en gros, ça parlait systématiquement de chaque homme politique, député, machin, qui fait passer une loi. 4-5 ans après, 80% passe dans l'entreprise en question qui a avantage. Enfin, et donc ils promulguent des lois pour protéger soi-disant un écosystème, un système ou je ne sais quoi. Et derrière, en fait, ils changent et ils ont des gains, quoi. Ils ont des gains systématiques enfin des conflits d'intérêts et des gains systématiques qui sont pas traçables sur le coup, quoi, qui sont traçables à long terme sur quelques années. Et c'est déprimant à quel point c'est systématique et ça marche pas en fait. Ouais, et puis ils sont jamais jugés pour en plus. Hein. T'entends jamais parler d'un procès, de quoi que ce soit. Mais non, parce que le conflit d'intérêts est autorisé en fait. Il y a pas de, ils sont pas punis pour ça. Il y a pas de. Sans transition, Timothée, on va te demander un diagnostic. On va maintenant te demander un diagnostic. Moi, je pense que c'est plus ou moins lié avec le gauchisme parce qu'il y a toujours le gauchisme qui arrive quelque part. Voilà, on avait déjà commencé à aborder le sujet avec les copains de How to Bitcoin, parce que c'est, je trouve, une des maladies modernes les plus intéressantes. Donc, ils sont 11 dans sa tête associative de l'identité. Donc, on va les laisser, parce qu'ils sont beaucoup, parler un petit peu. Et tu vas nous dire, sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est du bullshit. Comment elle s'appelle la femme, vous savez ou pas? Elle en a plusieurs noms. Elle a 11 prénoms, hein, donc c'est très long. Non, parce que je crois Zéliana. Ok. Je connais quelqu'un qui a étudié en profondeur son cas, et c'est pas forcément ce que vous allez croire, donc c'est intéressant. Ok, parfait. Alors on les écoute, bim. Suzy, c'est ce qu'on appelle un fragment. Donc en fait, elle a pas beaucoup de souvenirs du tout. Elle est vraiment toute petite et elle apparaît vraiment pratiquement jamais. C'est une alterne, je pense qu'elle a entre 4 et 5 ans et elle ne fait que rigoler. Je sais qu'elle a des pensées et les seules pensées qu'elle a, c'est des trucs rigolos et où
elle nous met dans des situations où ça la fait rire, mais c'est pas forcément... Mais Voilà. t'es un autre alter qui parle anglais. Oui. Il vient d'où Daniel. cet alter? Alors, c'est rigolo. Moi, ça me fait rire, c'est Irish qui a dit que c'était rigolo. Alors, en fait, Daniel, est-ce que ça se va si je parle en anglais, si j'arrive à le trigger ou pas? Parce que le fait de parler de lui, je sens qu'il a envie de parler lui-même de lui. Est-ce que Laisse-le c'est ok? venir. On va essayer de... Est-ce que j'ai Irish aussi qui va être... et qui passe devant? Non, c'est juste que... Non, c'est juste que du coup, j'essaye de... En fait, on va essayer de trigger positivement Daniel, donc de le faire venir par moi. Moi, c'est Irish du coup. Salut Iris. Si c'était pas assez obvious. Alors, et Daniel, si tu veux... You want to speak English? Okay. Very good accent. Okay, so I'm not really used to cameras, but I love them, so... Ah, Okay. thumbs up. Yeah, thumbs up. My name is Daniel. I'm 13 or 14 years old. I was American, so, you know. We don't know why, but that's fine. The reason why I came to be is because when we were like 15, I think, something like that. I'm trying to think because like there is Irish and like all of you are like so excited behind me. Think clearly. When we were 15, Ça suffit. we did Je- an exchange. Ouais, je pense. Mon Ouais, c'est cringeomètre insupportable. est arrivé, est arrivé au max. Alors, C'est diagnostic. vrai que l'extrait est un peu cringe, mais cette personne-là, Zeliana, moi je connais quelqu'un qui l'a suivi personnellement et tout ça. Et contrairement à une mode qu'il y a énormément sur les réseaux sociaux, moi c'est pas un truc. Le TDI, c'est pas un sujet. J'ai jamais reçu de personne qui avait de TDI. C'est pas un sujet. C'est un sujet que j'ai étudié, mais j'ai étudié partiellement. Donc je laisse les experts redire ce qu'ils en pensent. Mais globalement, en fait, il y a des personnes qui vivent vraiment contre un TDI, qui sont une minorité par rapport à l'effet de mode qu'il y a sur les réseaux sociaux, et qui subissent justement le fait que il y en a qui aiment juste se victimiser et se mettre en avant. Et vous avez tous déjà vu la personne qui dit moi j'ai un alter noir, ou je ne subis pas le racisme comme les noirs, mais j'ai un alter noir, et donc enfin bref, et c'est complètement, c'est totalement loufoque. Mais il y a plein de trucs sur le TDI qui sont super intéressants. Bon, déjà les diagnostics en psychologie, c'est assez bancal. C'est assez bancal. Par exemple, le TDI et la schizophrénie, dans 40% des cas, c'est confondu, ou les diagnostics, c'est-à-dire que quand deux psychologues différents font un diagnostic, finalement des personnes qui sont TDI sont diagnostiquées schizophrènes et vice-versa. Donc la relativité et l'absence de rigueur épistémologique en psychologie est assez grande, et du coup il y a vraiment une difficulté pour faire des diagnostics. Cependant, pour le TDI, on observe des trucs assez fous au niveau du cérébral et tout ça, avec par exemple des acteurs. Il y avait des expériences qui avaient été faites, des acteurs qui sont pris pour jouer différents personnages et voir au niveau cérébral comment ça se passe et tout ça. Et on prenait de l'autre côté des gens qui avaient un TDI et qui avaient été sélectionnés, donc ils enlèvent les variables parasites et tout ça, ils sélectionnent. Et en fait, on voyait effectivement qu'il y a différentes zones cérébrales qui s'activent, et qu'il y a certaines zones, en fonction de l'alter, qui sont pas du tout activées. Et d'où ça vient, ce genre de truc? Parce que les gens vont se dire comment ça émerge, les TDI ou ce genre de truc. Très souvent il y a eu des viols qui ont mené à de la dissociation, et en fait c'est une façon de survivre, c'est un mécanisme de défense, et c'est un mécanisme pour survivre. Donc au-delà du côté cringe là de la vidéo, il y a quand même un vrai truc derrière. Et systématiquement il y a des effets de mode par-dessus, par exemple TDI, TDAH, ce genre de truc. Alors pareil, le TDAH, je pense que vous savez ce que c'est, mais c'est troubles d'hyperactivité ou ce genre de truc. En fait, tu regardes, généralement, tu as les mêmes symptômes que le TDAH quand tu as un enfant stressé, par exemple. C'est-à-dire que, en fait, est-ce que le TDAH, c'est un truc ontologique de la personne qui a vraiment un trouble d'hyperactivité, ou est-ce que c'est dû au contexte, c'est-à-dire par exemple un divorce des parents? Parce que là, on voit l'augmentation des TDAH. On voit par exemple les réseaux sociaux, juste t'enlèves le scrolling aux enfants, ils ont plus de troubles d'attention. Ah oui, en fait normal, en fait ça te bousille
cérébralement, ça te bousille tes réseaux de dopamine, ça te bousille tes capacités à inhiber tes lobes frontaux et à te concentrer. Et puis, indépendamment de ça, sur le TDAH, il y a tout le côté où tu essayes d'imposer à des enfants de faire des trucs parfois pour lesquels ils sont pas faits, c'est-à-dire rester 12 heures par jour assis sur une chaise. C'est inhumain pour 90% des enfants. Donc, bref, c'est des trucs il faut remettre en perspective systématiquement. Et les effets de mode viennent détruire les personnes qui souffrent vraiment de ça. C'est ça qui est dommage, quoi. Et pour moi, il y a un vrai problème enfin, il y en a même deux. Il y a la victimisation, c'est que ça sert quand même à souvent se victimiser. Et ça emploie un deuxième mécanisme que je trouve de plus en plus grave, c'est la pathologisation de Du tout. vivant. Ouais. Genre, en gros, tout devient une pathologie. Alors qu'en fait, des fois, ça peut être un problème passager, ça peut être plein d'autres choses qui sont réelles. Hein. Je nie pas et ça se voit que ces gens ont des problèmes. Mais en fait, directement, on va mettre une pathologie dessus. Pire que ça, et surtout en France, on va avoir des solutions médicamenteuses qui sont d'une violence extrême, alors qu'en fait, il suffirait d'une semaine au bord de la mer et tu te sens mieux. Et moi, je trouve ça vraiment très grave de vraiment mettre à partir du moment où tu mets un terme dessus comme ça de pathologie, d'un coup, ça prend une dimension beaucoup plus grave, tu peux te cacher derrière, et ça t'excuse, tu sais, bah voilà, ah mais aujourd'hui j'étais un connard, ouais, mais parce que j'ai un TDI biturbo, donc tu comprends, c'est relou. Et ça m'insupporte. Je trouve ça infernal. C'est sûr que de toute façon, globalement, les étiquettes, poser une étiquette comme ça, c'est toujours dangereux. La personne va avoir tendance à s'identifier, se trouver des excuses. En fait, c'est très compliqué de jauger à quel moment le diagnostic va être positif ou va être délétère à ce niveau-là. Et en effet, il y a ce truc-là où les gens vont s'attribuer un truc qui est passager. Et derrière, par exemple, pour le TDAH, c'est la Ritaline qui est énormément prescrite. Et c'est un médicament pour justement endormir et calmer et tout ça. Mais en fait généralement, il y a plein de TDAH qui sont juste contextuels. C'est-à-dire, c'est le système parasympathique ou sympathique qui se suractive ou se désactive. C'est-à-dire le système du stress, en fait. Et en fait, c'est des enfants qui sont parfois angoissés. Enfin bref, et c'est dangereux. Si jamais ça vous intéresse le sujet, je vous invite à aller lire un livre, c'est La fabrique de la folie de Thomas Hadz. Et c'est un psychiatre qui est anti-psychiatrie parce que justement la psychiatrie ne fonctionne pas en fait. Fonctionne très peu et tout ça. Et dans l'histoire, la psychiatrie a fait plus... D'ailleurs, la médecine en général jusqu'à récemment a fait plus de dégâts qu'elle a apporté de solutions en réalité. Mis à part des endroits comme la chirurgie ou des trucs comme ça où vraiment il y a une vraie plus-value. Mais il y a plein d'endroits où l'interventionnisme, que ce soit l'interventionnisme d'État ou l'interventionnisme dans la santé, est particulièrement dangereux, en fait. Et est-ce que les deux sont pas quand même fortement corrélés? Surtout ce type d'interventionnisme médical et thérapeutique vient pas avec une augmentation de la taille de l'État? Parce que ça me fait vraiment penser au fait à la citation de Marx qui est de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Et tu as l'impression que c'est des gens qui l'ont totalement intégré sans s'en rendre compte en vivant dans nos pays de plus en plus socialistes. En gros, moins tu as de capacités, plus tu vas avoir de besoins et on va devoir les combler. Et donc, l'État intervient. Et donc, si tu te pathologises et tu dis, voilà, je suis pas en capacité de faire ça, ni ça, ni ça, ni ça, en fait, je peux pas travailler. Et il faut que je reste dans mon canapé parce que j'ai 1000 problèmes. Justement, à la fin, tu reçois tes subventions et tout. Et je me dis, en plus, le cerveau humain est tellement fort et a tellement une plasticité monstrueuse que si ça se trouve, ils arrivent vraiment à se créer des problèmes de la même manière qu'il y a les maladies psychosomatiques et tout, et tu arrives à déclencher des cancers, des rhumatismes, plein de problèmes. Ça se trouve, ces gens, ils ont vraiment des problèmes à la fin psychiatriques, mais c'est parce qu'ils se les ont auto-créés, parce que dans c'est une sorte d'instinct de survie ou comment on appelle ça, ils ont évolué pour marcher dans un monde qui subventionne ce genre de choses. Et en fait, c'est presque eux qui sont les plus intelligents. Et dont le corps s'est adapté au réel dans lequel on vit en fait actuellement. Ouais. Oui, pour moi, je suis pas du tout convaincu par le fait que cette personne ait un vrai trouble. Et je suis pas convaincu par le fait qu'une personne qui la prendrait comme patient aurait pas un gros conflit d'intérêts à justement l'entretenir dans son délire. Je suis pas du tout impressionné par la manière dont elle parle anglais avec son alter américain. Ça me paraît vraiment être l'anglais d'un Français qui parle anglais.
Et par ailleurs, je pense que tu peux typiquement te retrouver dans une situation où si quelqu'un commence à reconnaître un embryon de trucs qui commencent à déconner et qu'on te dit regarde, tu es spécial. Après, tu peux très bien commencer à te faire un catalogue avec tes haltères et commencer à passer de plus en plus de temps à vivre en tant qu'haltère. Et au bout d'un moment, je suis à peu près sûr que même si on te branche des électrodes et qu'on regarde ton cerveau, bah oui, tu t'es créé un cerveau différent de la norme. Mais c'est une maladie qui me semble auto-entretenue. Bah, ça peut, mais je me prononcerai pas à ce point sur le fait que c'est complètement auto-entretenu. Il y en a en fait, et puis il y a des personnes, leur trouble, ça va être justement de vouloir être différent et d'attirer l'attention en permanence. Enfin, déjà, même quand je dis le trouble, ça veut dire que je suis en train de diagnostiquer le réel. Or, justement, le truc que soulevait Alex ou Victor, c'est il y a une espèce de volonté de diagnostiquer l'ensemble du réel pour tout mettre dans des cases et comment dire, chaque partie du réel devient maladif après en fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec des institutions comme le DSM ou donc manuel de diagnostic statistique médical. Je sais plus c'est quoi exactement le nom, mais c'est un truc comme ça. Et c'est un truc où c'est des psychiatres qui votent à main levée des maladies mentales, en fait. Donc la difficulté, du coup là, c'est à quel point là, ce que tu soulèves, Ferry, c'est à quel point la construction sociale module le cerveau et à quel point parce que est-ce que du coup le TDI serait pas créé justement par ce genre de truc? Peut-être, mais ça n'empêche qu'on voit des dissociations après des viols ou des trucs comme ça très violents. Notamment, c'est la volonté de certaines sectes ou quoi, c'est de diviser le psychisme pour pouvoir contrôler au mieux l'individu. En fait, c'est créer un individu fragmenté vraiment. Et donc c'est à quel point l'un impacte l'autre. Et je sais que j'avais regardé un truc, une étude sur le fait que la prise, par exemple, de médicaments. Ça, c'est super intéressant, de médicaments pour pouvoir t'endormir. En fait, les personnes qui avaient un TDI, si jamais c'était leur haltère de 8 ans ou de 50 ans, et que l'haltère de 8 ans avait un poids de tant de kilos, enfin une identification avec... en fait, la dose du médicament pour endormir le cerveau variait en fonction de l'identification des personnes qui avaient réellement un TDI. C'est-à-dire que... Mais je suis sûr que tu peux te le générer, ça aussi. Ben peut-être, mais du coup ça questionne sur le côté placebo, le côté nocebo, et c'est quand même super intéressant de réaliser ça. Mais en fait, mon point, c'est, je crois pas à la norme psychologique, tu vois, mais je pense que le contexte dans lequel tu vis va soit te pousser à essayer de ravaler les parties un peu déconnantes de ta personnalité, soit au contraire, le contexte dans lequel tu vis va te dire « Ouais, mais c'est trop bien, en fait, t'es zinzin. » Et tu devrais cultiver ça, en fait, être encore plus zinzin. Je vais te donner un beau diplôme de zinzin. Tu vas avoir une aide à l'emploi, tu vas passer dans les médias avec ton truc de zinzin, etc. Donc c'est très différent. Mais évidemment qu'on est tous potentiellement zinzin. On a tous des parties de notre personnalité qui font qu'on est un peu psychopathe, pervers narcissique, j'en sais rien. Et le truc, c'est est-ce que ton surmoi réprime ça et essaie de te dire rentre un petit peu dans la norme, ou au contraire c'est vas-y à fond, on va te donner des médicaments et on va te reconnaître socialement. Mais là où moi je fixerais par exemple ma pratique, sachant que je tiens à préciser que je suis pas psychologue et que j'accompagne pas ce genre de personnes, mais là où je fixe ma pratique, moi c'est plus dans justement pourquoi la personne a besoin de se créer ce scénario. C'est à cet endroit-là en fait, et pas donner des médicaments pour entretenir et pour donner une place. En fait, c'est à cet endroit, c'est une personne qui a besoin d'être vue. Si elle fait tout ça, c'est une personne qui a maladivement un besoin de reconnaissance et de regard. Et donc, si elle a besoin de faire tout ça, c'est qu'à un moment, elle a profondément manqué. Parce que globalement, si t'as des parents qui t'ont donné les regards dont t'avais besoin et que t'as bien grandi et que tu t'es pas fait massacrer par la vie, tu vas faire d'autres trucs que te pavaner en montrant des troubles que tu n'as pas. Et c'est un besoin maladif de reconnaissance à cet endroit-là, du coup. Ouais, je suis d'accord. Ça va pour ce point? Est-ce que vous voulez qu'on passe au bouquin, ou est-ce qu'il y a d'autres actualités que vous aimeriez mettre en avant pour réagir, d'autres petits trucs que vous aviez notés? Alors moi j'ai noté un truc, c'est que t'es un Tchad, parce que la seule pub que j'ai vue dans ton YouTube, c'était de la pub pour de la viande rouge. Il y avait un gros steak, et ça c'est à mourir de rire.
Vous savez qu'il y a une Ouais, corrélation entre être de droite et manger de la viande. Ouais, et aussi être en bonne santé et manger de la viande. Aussi, je pense ouais. qu'il y a aussi Et il y a une corrélation négative entre, enfin une corrélation positive entre le fait d'être en mauvaise santé et être végétarien aussi. Ouais. Mais Bah ouais, mais est-ce que c'est la folie qui amène à être végétarien, ou est-ce que c'est le végétarianisme qui crée de la folie? Le terme est c'est fort, la mais vous banque comprenez. centrale, mon pote. C'est la banque centrale qui te force à faire ça pour que elle t'envoie vers des trucs qui te nourrissent pas, pour que tu vois pas à quel point il y a de l'inflation. Voilà, faut pas se faire entuber. Ton corps a besoin de viande, de poisson et les vegetables c'est après et en complément. Victor, là, Ok. il est Oui. Il est bien son nouveau bouquin. C'est exactement ça, ouais. Fiat Science, Fiat Food, voilà. Je suis en plein dedans. Je suis en train de lire le Gold Standard. C'est intéressant ce qu'il tente avec le Gold Standard. Peut-être qu'on le lira ensemble, mais il se fait une histoire alternative du XXe siècle où certaines personnes auraient inventé un équivalent de Bitcoin, à savoir s'ils avaient mis l'aviation au service des transferts d'or et créé un système alternatif au système bancaire, et la Première Guerre mondiale les pays auraient fait faillite, ils n'auraient pas pu la financer, donc il imagine une histoire alternative où les banques centrales n'auraient pas pu mettre leur plan à exécution. Donc, effectivement, je lis beaucoup Saif Eddin parce que quand tu pars de la banque centrale et essaie de vous entuber, il y a plein d'éléments de la réalité que tu peux questionner. Alors, on va se plonger dans l'ouvrage qu'on a lu ensemble. Je vais le mettre à l'écran. Tac. Et je propose qu'on rentre dedans partie par partie. La première chose qui m'a frappé, c'est que ça a été écrit par donc Pierre Valentin, qu'on salue. Quand il a écrit ça, il était étudiant en master, et je me dis que un étudiant en master de droite, ça a quand même un autre niveau qu'un étudiant en master de gauche, parce que pour avoir regardé beaucoup de mémoires de master, il a un niveau que beaucoup d'étudiants n'ont pas. Donc c'était quand même un travail rigoureux, donc bravo à lui. Il y a une première partie donc qui essaie de définir ce qu'est le wokisme, et le fait d'essayer de définir le wokisme, c'est intéressant justement parce qu'il y a beaucoup de contestations, des tentatives de dire mais en fait le wokisme ça n'existe pas. Le wokisme, c'est un terme qui a été créé par l'extrême droite pour stigmatiser une partie de la gauche, et une des premières choses qu'on note, c'est qu'en fait le wokisme, ça a d'abord été un terme auto-attribué. C'est d'abord certaines personnes qui se sont déclarées comme woke, qui ont commencé à diffuser progressivement une épistémologie, une idéologie, des pratiques politiques et sociales. Et donc effectivement, aujourd'hui, on peut quand même regarder ce phénomène et avoir un discours qui vise à le catégoriser et à comprendre comment ça fonctionne. Comment vous vous situez par rapport à ce premier point, à savoir, est-ce que le wokisme, c'est quelque chose de particulier ? C'est simplement une évolution du gauchisme, ou alors est-ce que vous situez le wokisme comme un phénomène identifiable et discret? C'est la quintessence du marxisme. Mm-hmm. Mais non, en fait, pour moi, c'est vraiment sa forme la plus aboutie, où initialement, c'est toujours la logique de mettre des groupes en opposition, avec un opprimant et un opprimé. Marx se concentrait avec la lutte des classes sur les capitalistes bourgeois et les prolétaires. Aujourd'hui, ce narratif marche un peu moins parce qu'en fait, vu qu'il s'est trompé, le niveau de vie de tout le monde est monté, et en fait, les prolos, ça existe beaucoup moins qu'avant. Et en fait, ça a muté en maintenant, en fait, t'es un noir, t'es opprimé par un blanc. T'es un arabe, t'es opprimé par un blanc. Vous trouverez peut-être une récurrence dans ce que je dis, mais c'est souhaité. T'es une femme, t'es opprimé par un homme blanc, et en fait à chaque fois on va créer des groupes comme ça, et ils vont après inventer des concepts d'intersectionnalité de lutte pour en fait regrouper à la fin tous ces petits groupes qu'ils ont atomisés pour en fait à chaque fois l'objectif c'est de faire passer l'agenda communiste, parce que c'est ça, hein, la volonté profonde, c'est de faire avancer ces idées, et avec leur concept notamment d'intersectionnalité de lutte, où ils vont regrouper tous ces petits groupes qu'ils ont détruits ou auxquels ils ont trouvé un oppresseur, et en fait, ce qui est commun à tous ces gens, c'est que généralement ils sont blancs, ils sont capitalistes, et que la seule solution qui semble viable pour se sortir de tout ça, c'est le communisme.
Et pour moi, ça se résume plutôt comme ça. Il y avait une bonne vidéo sur le sujet qui avait été faite par James Lindsay, où il était intervenu à la Commission européenne, si je me rappelle bien, au Parlement européen. Il l'avait fait il y a plus de 2 ans. C'était le 30 mai 2023, en tout cas, qu'il l'avait republié. Et je vous invite à aller regarder. La vidéo s'appelle Woke, A Culture War Against Europe. Je voulais la traduire sur la chaîne How to Bitcoin et je l'ai pas fait. Je l'avais commencé, je l'ai jamais publié. Et elle est vraiment intéressante. Et il montre comment le système de pensée woke est vraiment contient tout la génétique un petit peu, et c'est comme ça qu'il le nomme du gauchisme, et que c'est une évolution justement du marxisme, et que c'est dangereux. Justement, c'est une pensée qui mène vers la destruction un peu de la raison, et vers que des pensées circulaires, où on écarte l'autre et la pensée qui tenterait de briser justement la circularité de cette pensée. Et la quintessence de ce truc-là, pour vraiment s'en rendre compte, c'est justement le documentaire qui avait été fait par comment il s'appelle, What is a Woman? Non, ça je l'ai pas. Ouais, je me rappelle plus. Comment il s'appelle le mec qui a réalisé What is a Woman déjà, Alex? Matt Walsh. Matt Walsh. Et justement, dedans, il voulait vraiment montrer ce caractère vraiment ultra visible dont tu te rends compte quand tu poses justement cette question, mais qu'est-ce que c'est une femme, quand tu demandes à un wokiste, et il est incapable de répondre sans te dire, une femme, c'est une personne qui s'identifie comme une femme. Et en fait, il faut qu'il réutilise le même terme dans la définition, et il est incapable de faire autrement. Et à chaque fois, tu vois des erreurs 404. Et en fait, quand ils parlent entre eux, en fait, le système se maintient, ça va, tout le monde est d'accord. Et dès qu'il y a une opposition, quelqu'un qui essaye de briser la chaîne, là, d'un coup, le cerveau, il déconnecte, et ils arrivent jamais à retourner sur leurs jambes et à comprendre que ils ont été pris ce que lui appelle quasiment un sortilège, où en fait, ils sont bloqués dans une sorte de causalité, la circulaire, qui s'auto-explique. Et je vous invite à aller regarder ces 2 vidéos qui sont très intéressantes. Mais c'est ce qui soulève là même dans le bouquin, c'est le fait que la destruction, par exemple, les trans et les féministes se tirent dans les pattes, parce que la destruction des différences empêche de se battre pour le féminisme, puisque s'il y a plus de femmes ni d'hommes, il y a plus de féminisme en fait. Et donc si tu étais en train de nier en permanence les différences, tu peux plus te battre et défendre un camp en fait, puisque tu veux que tout soit totalement indifférencié. Donc le système se mord la queue, et c'est pour ça selon moi que le wokisme s'effondre totalement, quoi. C'est que ça fonctionne vraiment pas. Ce que je trouve intéressant dans cet ouvrage, c'est le travail qui a été réalisé pour essayer de comprendre l'épistémologie woke, à savoir la manière dont le wokisme essaie d'avancer comme système de pensée, mais aussi comme discipline académique. Moi, ça m'a rappelé des choses sur lesquelles j'avais beaucoup travaillé, parce que j'ai fait de l'épistémologie pendant ma thèse. Je m'étais notamment intéressé aux courants qui visaient à déconstruire l'histoire. Donc toujours cette idée que l'histoire a été écrite par les vainqueurs, et qu'il faudrait trouver maintenant d'autres manières d'écrire l'histoire, avec notamment une sacralisation du témoignage. Donc à savoir, plutôt que d'essayer d'écrire des gros récits du dessus, il faut faire une histoire du dessous en récoltant des témoignages. Le problème, c'est que quand tu fais ça, effectivement, tu as un élément d'accès au réel qui est très sensible, mais qui ne tient pas au niveau statistique. Ça permet pas d'identifier des généralités. Et ce qui est intéressant, c'est que le wokisme va plus loin que ça, en essayant de nier la possibilité de critiquer la manière dont ils essaient d'accéder au réel. Donc c'est comme ça que tu peux par exemple créer des fat studies. Voilà, la médecine va te dire non, en fait, si t'es obèse, c'est que ça va pas bien. Et là, on va te montrer une grosse dondon en te disant non, mais regarde, elle est super bien dans son corps, et si tu changes de regard sur elle, et si elle change de regard sur elle, en fait, on se rend compte que c'est très bien. Donc ils prennent des exceptions pour essayer d'aller à l'encontre de règles. Et si tu essaies de leur dire non, en fait, il y a quand même une science, il y a quand même des gens qui ont travaillé, qui ont récolté du savoir, on va te dire, t'es en train de défendre ton privilège.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que à la base, la volonté de critiquer les normes, c'est la démarche scientifique même. C'est par ça que tu passes. Donc on te donne des catégories et tu vas commencer à jouer avec. Bon, comment ça a été construit. C'est normal de faire ça. Là où le wokisme déraille, c'est qu'une fois qu'ils ont critiqué le système existant, une fois qu'ils ont critiqué les catégories existantes, ils vont créer de nouvelles catégories normatives, essayer de te les imposer en ayant déconstruit ta capacité à les critiquer. Parce que si tu critiques la nouvelle superstructure et de normes et de règles qui te produisent, eh bien là, on te dit ouais, mais c'est parce que tu défends ton privilège. Et donc, ouais, c'est une démarche qui est intéressante à la base, mais qui devient dangereuse. C'est une norme de la non-norme. C'est ça qui est amusant. Ouais. C'est vraiment ça qui est amusant. Et je me rappelle, je vous avais vu React, ou je t'avais vu Ferry React à une vidéo de Thibaut InShape où il se fait dégommer par un intervieweur sur la déconstruction avec son couple et tout ça, et le mec en face est scandalisé. Et en fait, il lui fait passer le message implicitement que justement, il n'a pas adopté cette nouvelle norme de la non-norme. Et que il est scandalisé par le fait que Thibaut veut se marier, avoir des enfants et tout ça, alors que c'est son désir le plus noble, et que juste lui, il est en train de lui imposer en fait une idéologie au nom d'une absence soi-disant d'idéologie. C'est ça c'est vraiment le serpent qui se mord la queue ici. Et donc, si on devait situer parce que moi, je suis d'accord que le wokisme, c'est une évolution du marxisme, mais quand même, le marxisme est matérialiste. Même s'ils se plantent souvent dans leurs analyses économiques, l'idée c'est voilà, t'as des rapports objectifs entre des gens qu'on peut, des gens qui ont beaucoup, des oppresseurs, des oppressés, alors que justement le wokisme, il est constructiviste, c'est-à-dire qu'ils essaient de nier le réel, ils essaient de casser les outils d'accès au réel pour pouvoir produire une vision complètement fantasmée de ce qu'est un humain, de ce que devrait être la société, et au service d'un projet politique qui, vous l'aviez dit au début, je pense, est la destruction de tout ce qui est occidental et européen. Juste pour compléter ça, c'est là où je trouve l'INSEE est vraiment intéressant, et je crois que c'est aussi Solzhenitsyn qui avait commencé à en parler sur le fait que le marxisme ressemblait de plus en plus, quand tu l'analysais sous le prisme de la religion, il faisait de plus en plus sens. Et c'est beaucoup ce que soutient justement James Lindsay, et qu'au final Marx, ça serait plus un théologien qu'un économiste, et que outre le fait qu'il parle souvent justement de matérialisme et qu'il s'intéresse à la production des biens, au final vraiment ce qu'il voulait produire, c'était un homme nouveau. C'était un socialiste, un homme qui pense d'abord aux autres avant lui-même, et qui vit pour la société plus que pour lui. Et sous cet angle, d'un coup, on voit un gène commun entre le marxisme et le wokisme, dans le fait que, justement, on va le voir, mais il critique une autre forme de propriété. Et souvent, c'est la propriété de la normativité. C'est le fait de, en tant que blanc, en tant que hétéro, je possède quelque chose qui est la normativité, et c'est à combattre parce que, justement, cette normativité exclut une partie de la population, parce qu'en fait, on serait des bourreaux et des personnes qui essayent de... quand tu mets des toilettes hommes-femmes, d'un coup, t'exclus tous les pauvres non-binaires qui se sentent exclus de la société. Et donc, en fait, toutes ces personnes qui sont exclues par une certaine normativité doivent se rejoindre dans la sainte intersectionnalité pour faire révolution. Mais c'est un refus de l'altérité, c'est un refus de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème au fait qu'il y ait des normes. Le truc, c'est pourquoi tu vas dans des endroits où les normes ne te correspondent pas, et pourquoi tu as besoin d'obliger l'autre de se plier à ta propre norme intérieure. C'est-à-dire, en fait, c'est pas parce que vous êtes 5 que ça en fait une norme pour toute la société. Et c'est une volonté de faire plier l'extérieur, c'est-à-dire l'altérité, sous couvert de j'ai un monde intérieur. Mais tout le monde a un monde intérieur. Et c'est le principe de vivre ensemble au bout d'un moment. Et sauf que chez ces personnes-là, en fait, il y a un refus du réel, il y a un refus de l'autre, il y a un refus de tout ça, parce que en fait, c'est des personnes qui sont incapables d'encaisser généralement
cette violence qui est liée au fait d'interagir et d'être avec des gens qui sont pas d'accord avec soi. Et sous couvert d'une incapacité à encaisser ça, ils veulent forcer l'autre à encaisser leurs propres normes internes. Enfin, c'est là que c'est dangereux, et c'est qu'effectivement, donc toutes les critiques qu'ils peuvent faire, masculin, féminin, c'est plus compliqué que ça. Enfin voilà, tu peux très bien faire ce genre de choses. Le problème, c'est quand ça devient politique. C'est quand ils veulent détruire toutes les possibilités d'accès au réel, parce que toi, quand tu parles, ils vont te dire non, mais même le langage que tu utilises, en fait, il est normatif. Et donc, évidemment que pour penser le réel, on doit faire des simplifications, on doit faire des généralisations. Tu vois, et il y a des gens de droite qui se font avoir aussi par ça, parce que on essaie de nous imposer un langage, c'est 1984. En fait, il y a une différence entre la perception et les mots que tu utilises pour communiquer tes perceptions. Le mot vert, bah, tu sais très bien, quand tu regardes une pelouse et que tu dis c'est vert, tes yeux te renvoient une information qui est beaucoup plus compliquée que ce que le mot rassemble. Mais on utilise ce mot parce que c'est facile pour pouvoir communiquer les choses. Et donc les woke arrivent et ils te disent, bah en fait, regarde, le monde est beaucoup plus compliqué que ça, donc tu dis n'importe quoi. Par contre, je t'impose d'accepter ma version complètement débile du monde parce que l'épistémologie n'existe pas, la rationalité n'existe pas, et en plus, si tu me critiques, c'est que t'es un facho. Et c'est là que ça déconne. Et ce qui déconne, c'est que tout ce truc a été subventionné massivement, et pour nous être imposé. Parce que le rôle principal de l'État, c'est ça, c'est de faire exister des choses qui ne devraient pas exister. Et avec le wokisme, on est vraiment en plein dedans. Et ce que tu décris, c'est une volonté de fusion, de revenir encore une fois à un état indifférencié. C'est-à-dire que la déconstruction, pour moi, c'est pas forcément un problème, mais il faut d'abord avoir été construit pour pouvoir penser ce que tu vas justement déconstruire. Et eux, c'est le processus inverse, c'est-à-dire au lieu de monter un truc et de penser après la norme pour pouvoir un petit peu s'en émanciper, et en fait c'est le principe de s'individuer au bout d'un moment, bah eux ils veulent faire le mécanisme inverse, c'est-à-dire revenir à un état indifférencié, comme quand ils étaient enfants, où bah, le monde est indifférencié et tout vient pour mon monde intérieur sans que j'ai besoin de rien formuler. C'est cette volonté-là pour moi. C'est une volonté, c'est une inversion de la vie. C'est au lieu d'avoir un processus de croissance, c'est une décroissance quoi, clairement. Et je pense que c'est assez compatible avec des QI de 80. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. C'est pas. C'est la note de bas de page. Bah voilà, tu vois, c'est pas étonnant que ce genre de pensée ait émergé dans certaines communautés. Voilà, QI de 80. Bref, ça ressemble quand même à des caprices de gens qui sont voilà, qui ont des arbres généalogiques en cercle et qui sont assez bas sur le terrain de l'évolution. Donc il y a une partie sur la psychologie qui est quand même assez intéressante, où ils mettent justement le lien entre le wokisme et une forme d'infantilisme, de surprotection et oui, effectivement, de classe sociale aisée. Pour se poser ce genre de questions, faut pas avoir de problème. Et c'est selon moi aussi pourquoi le wokisme est en train de se prendre une ramassée, c'est que en fait, là, il y a un réel qui revient, il y a des guerres, des préparations, enfin, économiquement, c'est le bordel. Et du coup, les gens commencent à se concentrer sur d'autres choses. En fait, c'est un problème de riches, le wokisme. C'est vraiment un problème de riche. Tu vas faire autre chose de ta vie que de te questionner en boucle sur est-ce que mon sexe correspond à mon genre. Enfin, il y a des trucs plus intéressants à faire dans la vie en plus. Ouais, il y a quelque chose dans. Je t'en prie. Par rapport à ça, justement, tout à l'heure, Victor, tu mentionnais le documentaire What is the Woman, et justement, il fait l'exercice d'aller en Afrique, dans une tribu, et il leur pose la question, il leur dit oui, vous pensez que, je sais plus ce qu'il pose exactement comme question, mais en gros que les hommes peuvent faire les trucs des femmes et tout, et les mecs, en fait, même pas ils disent non, en fait, ils rigolent, parce que pour eux, ils arrivent même pas à le concevoir. Et après, il parle avec eux et bon, il se rend compte que oui, en fait, ils se sont jamais posé la question. Parce qu'en fait, eux, leur problématique, c'est comment bouffer, comment survivre, comment me reproduire. Et après, je vois s'il me reste du temps pour m'amuser. Mais j'en suis pas encore allé à la question de ah tiens, mon zizi, il est petit, peut-être que c'est un vagin. Bah non. En fait.
Ouais, parce que quand il dit, ouais, est-ce que les femmes peuvent faire des trucs d'hommes, il parle pas de faire la cuisine, hein. Il parle Oui, oui. il parle justement d'avoir des enfants et ce genre de choses. Et eux, ils sont en mode, mais vous êtes complètement malades. Alors par contre, comme on est dans un podcast de droite, je ne veux pas laisser dire des choses au sujet des riches. Quand on dit le wokisme, c'est un truc de riche, c'est pas n'importe quel riche, hein. C'est un truc de riche oisif. C'est un truc de riche subventionné. C'est un truc de riche subventionné par l'État. Parce qu'un vrai brave riche, lui, il est aussi occupé. Parce qu'il gère son patrimoine, il gère sa dynastie, il gère son entreprise. Il n'a pas le temps de se demander si c'est un homme ou une femme. Donc les riches dont on parle, c'est une catégorie de riches au sein des sociétés occidentales qui sont créées par l'interventionnisme étatique. Effectivement, Ouais. c'est important de le rappeler. Et c'est pour ça justement que je voulais aussi revenir sur ton point de bas de page sur les 80 de QI. Et dans les faits, quand on regarde un peu les penseurs de ce genre de choses, à la base, il y a quand même des mecs qui sont très très brillants, bon, qui sont peut-être complètement allumés et qui ont des problèmes mentaux, du genre, bah, il y avait tous en fait, les Foucault, penseurs, Derrida, Toute l'école des constructivistes. c'est ça, les penseurs Guattari, Spivak qui dit n'importe quoi. Et au final, ces mecs-là, bon, ils avaient l'air en tout cas quand même assez brillants. Ils ont réussi à monter très très haut, donc il y a quand même une intelligence quelque part, et puis ils ont écrit beaucoup de livres. Non, vous vous faites arnaquer. Non, je peux pas laisser dire ça. Il faut vraiment lire le bouquin qui s'appelle Total Bullshit et notamment l'effet gourou. Okay. Il faut faire une différence nette entre réfléchir et intellectualiser. Réfléchir, c'est utiliser son intelligence pour résoudre un problème réel avec une économie de moyens. Intellectualiser, c'est dépenser de l'énergie cognitive pour balancer des trucs du type qu'est-ce que, pourquoi, quid, de je sais pas quoi. Et donc, c'est nul. Et ça n'existe qu'à cause de l'État. Foucault, Derrida, c'est de la merde. Ça n'existe qu'à cause de l'État. Et parce que on était capable de créer autour d'eux une cour enfin vraiment comme une secte, de gens qui ne comprennent rien à ce qu'ils racontent. Mais si tu dis que le roi est nu, on t'exclut du groupe en disant ouais, mais c'est parce que c'est trop profond pour toi. Il faut vraiment le bullshit pseudo profond. C'est une vraie catégorie, hein. C'est-à-dire que l'humain est capable de consacrer de l'énergie cognitive à réfléchir à des faux problèmes. Et c'est pas être intelligent. Et je suis à peu près sûr que des gens comme Foucault et Derrida, ils sont pas intelligents. Ils ont un QI de 100. Et dans leur foulée, t'as des études postmodernes, voilà, où on a essayé de faire émerger des penseurs pas occidentaux. Et là, on descend à 80, les mecs. Voilà, j'ose le dire. En tout cas, si je peux trouver un point d'accord, par contre, je pense que la plupart des gens qui aujourd'hui adhèrent à ces théories en les lisant, eux, oui, ils plafonnent à 80. Parce que pour le coup, pour lire un truc qui me dit ah, mais en fait, je ressemble à un homme, mais je suis peut-être une femme. Alors, j'exagère en disant du QI, mais faut au moins que je sois un enfant, à la limite. C'est assez effrayant. Bah, pour moi, c'est pas forcément même une question de QI, mais enfin, ceux qui creusent vraiment et qui bataillent pour essayer de comprendre et qu'au bout d'un moment, qui voient pas la douille du truc, c'est que, bon, soit effectivement, ils sont vraiment cons, soit ils ont une incapacité à se décentrer d'eux-mêmes, et donc souvent c'est des gens totalement traumatisés et assez perturbés en fait. Et le troisième effet, c'est l'aspect du groupe en fait, parce que moi, pour avoir été en fac de psychologie et être parti parce que justement c'était un peu l'enfer, je me rendais compte que il y avait 5% de gens qui étaient vraiment woke, dans le sens qui avaient creusé le sujet et qui l'étaient vraiment. Et sinon, il y avait 70% qui suivaient, en fait, et qui étaient dans une logique de « je ne veux pas me faire exclure du groupe ». Et je me suis retrouvé face à des situations, notamment avec des potes à l'époque, où j'étais scandalisé de voir la quantité de peur qui les empêchait de parler, justement. Qui les empêchait de parler par-dessus ça, parce qu'ils avaient peur de passer pour des vieux réacts, d'extrême droite ou ce genre de trucs, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez notées que vous trouvez importantes sur la première partie qui consiste à essayer de définir le wokisme, quelles sont les sources intellectuelles sur lesquelles ça repose, quelles sont les conditions qui ont fait que ça a émergé, le type de personnalité qui est sensible et perméable au wokisme? Moi, il y avait quelque chose que j'aimais bien, c'était justement je crois que c'était au tout début là, du premier essai. Et en fait, il reprend justement l'étude qui avait été faite par l'INSEE et Plucrose sur comment caractériser justement un peu
c'est le postmodernisme et il l'associe au wokisme. En fait, le wokisme, c'est un peu l'enfant attardé du postmodernisme. Et dedans, il y a ce thème sur la catégorisation et qu'en gros, dès que tu commences à identifier des choses, donc dans une logique un peu qu'on pourrait dire aristotélicienne, où tu dis qu'est-ce qui est A et qu'est-ce qui est non A, en fait, pour eux, tout de suite, ça procède d'une envie de hiérarchiser. Donc, quand tu identifies quelque chose, c'est pour dire que quelque chose est au-dessus d'une autre. Et donc, en fait, si tu veux identifier qu'est-ce qu'est un homme ou une femme, c'est pour dire que l'homme est supérieur à la femme. Et je trouve, quand d'un coup, tu intellectualises justement ce phénomène et que tu essaies de comprendre, tu te dis, mais vous êtes vraiment une bande de malades. Et je trouvais ça intéressant. Mais c'est ça le côté secte. C'est eux, ils s'empêchent pas de le faire. Eux, ils s'empêchent pas de dire le blanc occidental dans notre hiérarchie, il est inférieur aux autres. Mais il y a vraiment tout un travail qui vise à casser et à empêcher l'utilisation des outils qu'on a développés depuis les Grecs anciens pour pouvoir appréhender le réel. Et quand on réalise, parce qu'après, quand on voit dans la seconde partie les chiffres sur le poids des universitaires qui se disent progressistes, on imagine les générations d'élèves qui ont été formés à la non-pensée, et en fait, ça forme des gens, la seule chose qu'ils doivent faire, c'est s'incliner face à la différence. Et ils peuvent pas penser, ils peuvent pas critiquer, et donc ça crée quelque chose qui est profondément dangereux. Parce que dans leur idéologie aussi, toute différence doit être gommée. Et donc, c'est impossible de hiérarchiser à un endroit, même s'ils le font quand même, c'est ça qui est bizarre, c'est impossible de hiérarchiser parce que si tu hiérarchises, tu dois gommer toute différence. Et donc, le logiciel passe son temps à se mordre la queue, en fait. C'est inintéressant au possible. Et surtout, je voulais insister sur un point. Le seul système politique, économique, philosophique, même si vous voulez, qui est capable de valoriser à sa juste valeur et même de presque survaloriser la différence, c'est la philosophie de la liberté, le libéralisme et le capitalisme. Hein. Il n'y a que dans un monde libéral où, par exemple, un nain sera en moyenne mieux payé que des gens de taille normale, parce qu'en fait, le mec est rare, a des compétences que je n'ai pas, et que les gens adorent se le lancer en boîte de nuit ou les mettre dans des canons, tu vois. Et en fait, ça, non mais voilà, je prends des exemples à la con, mais ça peut juste être des mecs, par exemple, des fois, je sais pas, ils peuvent être drôles, j'en sais rien. Et j'en avais parlé une fois, justement, de cas où l'État, au nom de l'égalité, était venu mettre au chômage un nain. Les nains. Voilà. Il y en a eu plusieurs. Et en fait, il s'avère que pendant 50 ans, ils sont restés au chômage. Enfin, le mec, en tout cas, en l'occurrence, c'était un Belge. Il est resté au chômage toute sa vie parce qu'il n'a jamais retrouvé de travail parce qu'il était interdit d'employer des nains. Il était en mode, mais en fait, dans un monde capitaliste, le mec serait blindé et lui-même disait, je regrette que ça se soit passé parce qu'en fait, ma vie est devenue de la merde. Et il y a que le système capitaliste qui sait faire ça parce qu'en fait, dans une économie capitaliste, la rareté est valorisée. Alors qu'en fait, eux, ils font exactement l'inverse. Et ça, c'est très dangereux. Il y a un point qui est important aussi là, je trouve, c'est qu'effectivement, une idéologie comme ça ne peut émerger que dans un système où la liberté prime. Par contre, il ne peut perdurer qu'à cause du socialisme. Parce que quand on regarde l'expérience des grandes entreprises qui se sont converties pendant un temps au wokisme, le go woke, go broke, c'est quelque chose qui existe vraiment. Quand tu regardes par exemple Jaguar, le rebranding de Jaguar, ça a écroulé complètement leur vente. T'as beaucoup d'entreprises privées qui sont revenues du tournant woke parce que tout simplement le public n'en veut pas. Ça ne mène nulle part, ça agace les gens. Et c'est là que l'État intervient pour pouvoir faire perdurer ce genre de choses. Je dis ça parce que t'as quand même on s'adresse aussi à des gens qui sont de droite identitaire. Et ces gens vont avoir tendance à tout mettre sous le dos du capitalisme, sur le dos du capitalisme, en disant oui, mais regardez, le capitalisme, c'est subventionné par les woke. Enfin, je veux dire, le capitalisme subventionne les woke. C'est pas exactement ça. C'est le capitalisme teste. Ils se disent tiens, il y a ce truc qui émerge. Donc qu'est-ce qui se passe si on envoie des perches au public en disant regardez, nous aussi on est woke. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le public a refusé ces perches et l'État est intervenu pour gling, 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 et ça a l'air vachement bien, on fait perdurer ce truc. Donc ça va dans deux sens en plus. Hein. Il y a à la fois
Là, tu parlais du marketing, de comment ils faisaient leur communication, et du coup, la communication était woke, inclusive et tout, ce qui peut déjà déranger les clients, mais il y a aussi en interne, il faut voir la violence qui est mise en interne avec tous les procès faits au nom de la diversité et de l'inclusivité, avec tout ce qui est DEI, je crois que c'est diversité, inclusivité et tout. Et quand tu écoutes ce qui s'y passait, genre c'est vraiment, t'as l'impression qu'il y a la Stasi qui passe au sein de l'entreprise et qui essaye de briser les individus, qui essayent justement de pas rentrer dans la norme woke. Et je sais pas si vous avez déjà travaillé dans des grands groupes les quelques dernières années, mais c'est devenu assez terrible parce que tu vois, déjà, tu as l'impression qu'il y a pas mal de gens, ils sont là pour les quotas, qu'ils ont l'air complètement débiles et tu comprends pas ce qu'ils foutent là. Et puis tu as une perte de sens au fur et à mesure parce qu'en final, tu te rends compte que le but de la société, c'est plus faire de l'argent, d'essayer de trouver quel est le besoin, de répondre à justement voilà, aux besoins d'un secteur de marché et de faire le meilleur produit. Mais au final, c'est juste d'avoir l'air bien, de sourire, faire des photos de groupe, montrer l'inclusivité. Et au final, on se rend compte que tes talents personnels et comment tu arrives à apporter de la valeur dans l'entreprise, on n'en a rien à faire en fait. On veut juste que tu souris aux photos de groupe et qu'on aille faire nos petits meetings et nos after-work et puis nos trucs. Et au final, c'est marrant au début, tu te dis « Oh, mais elle est trop bien cette entreprise, qu'est-ce qu'on s'amuse ?» Et en fait, au bout de quelques semaines, tu te dis « Mais je vis un enfer en fait. » C'est l'empire du mensonge et du faux, tu vois. Et juste un truc, c'est que... Vas-y, attends, Tim, je crois que tu voulais dire quelque chose. Non, mais c'était une petite anecdote. J'ai un de mes potes il y a longtemps il y a 2-3 ans, qui était chez TF1, je crois, ou quelque chose comme ça. Et son job, il a fait ça pendant 2 mois, c'était de compter le nombre de personnes à la télé en fonction de il y a un noir, il y a un arabe, et pour égaliser les quotas plus tard. J'étais scandalisé. C'était son boulot? Ouais, c'était son taf. C'était son taf. C'est pas du tout raciste, ça, les gars, parce que c'est la gauche, donc on valide. Ça, on a le droit, tu vois. C'est pour lutter contre le racisme qui sont racistes. Et moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est que c'est ces mêmes gens derrière qui vont se plaindre des bullshit jobs, alors que c'est eux-mêmes qui les ont créés. Hein. Les trucs pour l'inclusion de mes couilles au bord de l'eau, tous ces trucs-là, c'est eux qui les apportent sur la table, qui retirent tout le sens au métier, comme tu l'as expliqué, Victor, et derrière qui vont nous dire « Oh là là, les métiers n'ont plus de sens, vivement la collectivisation des moyens de production, et vivement qu'on arrête de travailler. » Mais en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous n'êtes plus en train de bosser, et que votre seul problème, c'est la déconnexion du réel et du marché. On va reconnecter les gens au marché, vous allez voir, vous allez retrouver du sens. Ça va aller très vite. Et si vous voulez faire l'initiative, si vous voulez faire ça d'ailleurs, devenez entrepreneur. Vous allez voir, d'un coup, il y a du sens. Quand vous êtes salarié, vous pouvez avoir des bullshit jobs. Un bullshit job d'entrepreneur non subventionné, ça n'existe pas. Hein. Vous êtes forcément obligé d'aller résoudre le problème de quelqu'un. Et d'un coup, ça a du sens. Et pour montrer la taille du scam, par exemple, dans la boîte dans laquelle on travaillait, je ne sais pas si on peut lâcher les noms, c'était une grosse boîte du luxe. Ils faisaient des rapports chaque année, il me semble bien, d'à peu près 200 pages sur comment ils respectaient les normes RSE et ce genre de choses. Et personne ne le lisait. À mon avis, l'objectif, c'était juste de regarder la grille de ce qu'il fallait faire. Ils disaient oui, on le fait. Et peu importe si c'était dans le réel et tout, on s'en fichait. Il fallait juste qu'à la fin, ça plaise aux personnes qui allaient noter ce type de boîte pour après aller choper des subventions et être mieux classés dans les grilles de notation. Là, c'était surtout BlackRock qui avait un peu mis ça au point. Mais justement, avec l'ESG. Là, qu'il y a la connivence entre État, entreprises, fonds de pension et fonds d'investissement, et où l'objectif, c'est de prendre l'argent public, réussir à la canaliser et l'envoyer vers certaines boîtes. Et au final, tu te retrouves avec des boîtes qui n'ont plus rien à faire de faire des bons produits. Il faut juste répondre aux normes qu'elles se sont auto-créées. Et tu vois un truc positif là-dessus, c'est qu'il y a des milliards qui ont été investis et ça n'a pas marché. Ça prouve un truc, c'est que au bout d'un moment, tu peux pas faire n'importe quoi aux gens. C'est-à-dire, il y a un naturel, il y a un truc qui revient de toute façon. Et donc, c'est pas l'idéologie qui domine le réel, c'est le réel qui domine l'idéologie. Et t'arrives avec n'importe quelle idéologie, au bout d'un moment,
si c'est pas en plus subventionné par un État, par un socialisme qui vient prolonger la vie de quelque chose qui devrait pas exister, bah de toute façon ça finira par s'effondrer. Et même dans le cas où c'est financé par ça, bah ça s'effondre quand même. Ça prouve vraiment que c'est un système totalement hors sol, déconnecté. Et donc c'est positif d'un côté parce qu'on se dit bon, ça peut durer longtemps avoir en les Europe. plus gros tarés. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ça peut durer longtemps en Europe, je pense, malheureusement, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ils ont un puits sans fond, des poches sans fond en Europe pour pouvoir entretenir cette connerie. Hein. Ça réagit beaucoup plus vite aux États-Unis. C'est on teste. Ah ok, on revient. BlackRock revient il parle plus trop de DEI, de SG, mais l'UE ils se sont dit oh là on a un truc génial quoi. Ça permet de créer des pseudo-jobs de sciences sociales d'universitaires à 2 balles et on va en manger pendant encore un bon moment. Je t'en prie Alex. Bah, Et juste un truc, je veux pas faire non plus trop le rabat-joie, mais c'est mes lectures du moment. Faut quand même pas oublier que l'idéologie, c'est quand même le truc le plus dangereux de l'histoire de l'humanité, et que ce qui a permis les 100 millions de morts des régimes soviétiques, chinois et compagnie, c'est de l'idéologie. Et c'est pour ça que c'est aussi important de mener cette bataille culturelle pour ne pas laisser perdurer ces idéologies, parce que même si elles ont l'air d'être au nom du bien, au nom de ce que vous voulez, derrière, c'est des milliers, voire des millions, voire des centaines de millions de morts quand on pousse certaines idéologies à leur paroxysme. Et il faut faire très attention avec ces trucs-là, surtout quand ça s'apparente à des idéologies socialo-communo-marxistes. Et là, heureusement, je pense que c'est une idéologie, là, le wokisme en l'occurrence, qui va mourir. Il faut faire gaffe à ses petits frères et à ses petites sœurs. Et ce qui est intéressant aussi d'un point de vue psychologique, c'est que on voit que l'intention n'est pas forcément corrélée au résultat. Et ça marche au niveau systémique, au niveau du groupe, mais ça marche aussi au niveau individuel. C'est-à-dire que j'ai beau avoir les meilleures intentions du monde envers toi, Ferry, si par exemple je me dis tiens je veux te faire un câlin parce que là mais il faut que je te demande si ça t'intéresse. Et donc mes intentions qui sont pourtant bonnes à la base n'ont rien à voir avec le résultat qui est amené, qui est par exemple là un viol de ton consentement. Et donc ça permet aussi de se décentrer de oui mais moi je voulais faire le bien. Ah, mais on s'en branle, le réel s'en fout en fait que tu veuilles faire le bien. Entre les deux, il y a de l'altérité, il y a autre chose. C'est ça qui est si grave avec des systèmes de plus en plus communistes, c'est qu'on nous coupe des signaux de marché. Et là, dans une économie comme la France, t'as un secteur privé qui est très petit. Ce qu'il y a, c'est que donc l'auteur de cette étude, je crois ça date peut-être de 2020, il s'est arrêté à quelque chose comme 2020, je pense. C'est avant Charlie Kirk. Et je trouve que Charlie Kirk, c'est une assez bonne illustration du danger que peut être l'idéologie woke, parce que Charlie Kirk, c'était vraiment un gars qui essayait d'incarner une position rationnelle dans les débats. Donc, d'un côté, il y a tes sentiments. Moi, je vais essayer d'être rationnel, je vais essayer d'être factuel, je vais essayer de discuter avec toi, je vais essayer de dialoguer. Le meurtre de Charlie Kirk, donc il y a à la fois ça, il y a le rejet de l'individu rationnel comme un moyen d'atteindre le réel, et donc ça nous choque tellement d'être confronté au réel qu'on préfère le supprimer. Et puis il y a l'autre volet du wokisme, à savoir quand on s'intéresse aux tueurs, ça veut dire que c'est un gars qui s'est dit le fait que Charlie Kirk puisse parfois remettre en question le fait qu'il y a pas qu'on peut pas déterminer ce qu'est un homme ou une femme, ça mérite qu'il meure. Ça veut dire que le gars s'est tellement convaincu que le fait que certaines personnes emploient des termes qui sont pas les termes qu'il trouve pertinents, ça le touche tellement, ça le heurte tellement qu'il faut tuer. Donc on a vraiment cette fragilité woke qui est poussée au paroxysme, à savoir tu m'as fait une micro-agression, tu mérites de mourir. Donc on est vraiment sur quelque chose pour moi c'est Charlie Kirk, c'est un martyr du wokisme, et ça montre que en fait cette idéologie il faut la prendre quand même au sérieux, parce que ça te pousse certaines personnes à se dire en fait j'ai vécu des crimes terribles et il faut que j'obtienne réparation par la peine capitale. Et pour moi, ce qui m'a fait encore plus peur, c'est les réactions qu'il y a eu après sur les réseaux, que ce soit à Charlie Kirk, même la mort de Jean-Marie Le Pen, et toutes ces personnalités classifiées en tant que nazis par la gauche.
Moi, ça m'a choqué de voir les gens qui faisaient des vidéos en disant on va pas pleurer, c'est un fils de machin, il ne mérite que ça, regardez ce qu'il disait. Et en plus, dans 99% des cas, il truquait ce qu'il disait. C'était même pas ce qu'il disait. C'était vraiment même pas la réalité. Les gens ne faisaient même pas le boulot. Parce qu'à la limite, tu dis ça d'un Adolf Hitler ou d'un Staline. Bon, je c'est pas mon procédé, mais pourquoi pas? Ok, le mec est responsable de millions de morts. Là, on parle de gens qui parlaient et qui disaient des choses avec lesquelles certains n'étaient pas d'accord. Et moi, ça m'a énormément choqué. Et les gens trouvent ça normal, trouvent ça normal. Et moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est qu'en réponse à ça, il y a des gens qui regardent et qui entretiennent le truc. C'est vraiment des dégénérés mentaux, hein. Et c'est pour ça que je pense qu'ils sont profondément dangereux. C'est qu'ils banalisent à la fin la mort, en fait. Il y avait un point qu'on a un peu abordé au fur et à mesure, mais c'était de un peu comment c'est apparu et un peu les raisons. Moi, je trouvais ça vachement intéressant. Justement, on avait évoqué Marx, ce genre de choses, et il y a justement, c'était James Lindsay qui avait essayé de creuser un peu l'évolution des idées, et puis il y avait aussi un mec que j'aimais beaucoup, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est Stephen Hicks, qui avait écrit un livre qui s'appelle Postmodernism, et c'est un philosophe américain qui avait essayé de comprendre bien le postmodernisme et ses origines, et pour l'expliquer, il revenait en fait sur l'évolution de la gauche, qui, on va dire la gauche communiste, même si c'était l'essentiel de la gauche à l'époque. Là, on parle de à peu près la révolution russe et quasiment européenne, où voilà, il y a la prise de pouvoir en Russie par Staline, par Lénine. Ils font leur révolution bolchevique, et en fait, ce même procédé essaye d'éclore un peu partout en Europe. Justement, il y a aussi, c'était la Hongrie, il y avait une révolution qui avait été tentée, ça a duré que quelques semaines, quelques mois, et au final, on se rend compte que c'est un échec un peu partout en Europe, et même dans d'autres pays du monde. Et là, en fait, t'as des penseurs, justement, qui sont souvent ramenés par les wokistes, qui sont Gramsci et Lukács, et qui développent, en fait, le marxisme culturel. Et l'idée, c'est que en fait, le capitalisme a réussi à pervertir tous les hommes et à leur faire croire qu'il y avait un idéal qui était justement le matérialisme, pouvoir vivre une vie confortable avec sa famille, avoir un frigo, avoir une machine à laver, et en fait le confort de vie, et que ça les avait détournés du vrai combat, et que ces personnes, en fait, on ne pouvait plus les rallier à notre cause. Et que donc, il fallait combattre le problème à sa base, et qu'il fallait justement changer les institutions pour réussir à imposer cette vision, parce que justement, comme tu le disais, ce qui est bon n'est pas perçu par les individus, et nous, en tant que grands penseurs, il faut qu'on arrive à expliquer quasiment par la force et par les institutions que ce qu'il faudrait, c'est que vous soyez un homme social qui vit pour les autres. Et dans le même temps, après, il y a la fameuse école de Francfort qui développe la théorie critique. Et l'idée, c'est justement, il commence à développer toute la théorie critique du genre, de la race et tout. Au final, ce qui va féconder le wokisme. Mais là, on va dire, ils étaient encore un peu intelligents, les gars. Et ils vont se faire un peu dégager par les nazis. Ils vont finir après aux États-Unis. Je sais plus c'est quelle université qui vont un peu parasiter là-bas, mais les idées vont grandir aux États-Unis. Et il y a un de leurs penseurs qui s'appelle Herbert Marcuse qui va solidifier un peu cette idée de dire, en fait, la classe ouvrière, il faut l'oublier, parce que c'était le grand projet avant des communistes, c'était de réussir à créer une révolution ouvrière qui prenne le pouvoir. Et qui prennent le pouvoir, c'était pas le peuple à la fin, c'est toujours une bande de technocrates justement, et c'est eux qui veulent arriver au pouvoir. Et que là, l'idée, c'est de réussir à distiller une pensée révolutionnaire au sein de plein de minorités, dont les minorités sexuelles, les marginaux, tous les gens qui ont des problèmes dans la société, et à partir de ces gens, réussir à déconstruire le pouvoir pour l'obtenir. Parce qu'une fois que tu le critiques, le pouvoir, tu peux en fait obtenir le pouvoir. Et en fait, l'idée derrière tout ça, c'est que il y a cette évolution de la pensée, et le point final à tout ça,
parce que eux croyaient encore au communisme, parce que il y avait l'URSS qui soi-disant était une machine parfaite, un engrenage bien huilé qui était en train d'amener la richesse partout dans le monde, parce qu'ils avaient réussi à complètement contrôler ce que voyait le public. Parce qu'il faut vraiment imaginer, à l'époque, tu avais des journalistes français, américains et tout qui partaient en URSS et on leur faisait une description du truc comme c'était un petit paradis. On avait enfin réussi à créer l'État parfait et tout le monde y croit. C'est vraiment hallucinant quand on lit les écrits de l'époque et les publications journalistiques, c'est effrayant. Et après, en 1989, on se rend compte qu'au final, c'est le pire massacre de l'humanité qu'il y a eu et que du coup, tous ces idéologues communistes européens, américains faisaient que de mettre sur un piédestal. Et là, d'un coup, en fait, leur logiciel mental se brise totalement. Ils sont relayés au rang d'idéologues de la mort. Et là, d'un coup, il faut changer le logiciel. Et en fait, ils ont brisé leur réel et il faut imposer à tout le monde de briser son réel. Et c'est là qu'on arrive avec des idéologies, en fait, où il faut détruire l'épistémologie. Au final, c'est pas la pensée communiste qui est ratée, c'est le réel qui a raté. Et c'est justement cette idée en fait, le communisme doit toujours se réinventer. Et là, mais c'est le paroxysme, en fait. C'est le moment où c'est plus, on va dire, la théorie économique qui doit changer. C'est le monde tel qu'on le perçoit individuellement qui doit changer parce qu'en fait, on comprend pas le réel et on arrive même à la déconstruction à la fin de l'art. Au final, ça atteint tous les pans de la société et il y a même le beau, en fait, qui en prend un coup et on se retrouve avec l'art postmoderne où tu te retrouves avec une merde qui est collée contre un mur. On te dit, mais regarde bien ça, c'est beau. Et de la même manière, on va te dire, non, mais regarde les camps, regarde la Russie. C'est pas ce que tu crois être mauvais. En fait, c'était bien. On a fait quelque chose de bien et c'est assez terrible. Il y a un point qui est important tu sais, parce que ce vers quoi ça débouche, en fait, c'est il faut supprimer les individus qui n'acceptent pas cette vision du monde. Il faut supprimer le monde dans lequel ils vivent. Il y a pas de possibilité de reconstruction. On a l'impression qu'ils n'ont pas d'utopie woke, un monde qui serait beau, agréable, joli. Ils s'en arrêtent au stade de la haine et de la déconstruction du monde tel qu'il est et des individus qui le soutiennent. Et il y a un point dans cet ouvrage qui est intéressant, c'est le rapport avec la radicalité du wokisme et le fait que c'est que des gens qui ont émergé avec les réseaux sociaux et le monde des écrans. Et donc je trouve qu'aujourd'hui, ça va beaucoup plus rapidement dans les appels au meurtre, dans les appels à la haine, dans il faudrait supprimer telle ou telle personne, tout simplement parce qu'ils sont pas confrontés au réel. Ils sont pas confrontés à une personne en face d'eux, donc il y a une violence là-dedans. Et d'un côté, on peut se dire oui, mais d'accord, mais c'est juste des adolescents dans leur chambre, ils vont rien faire. Mais encore une fois, après Charlie Kirk, on se dit ouais, ça peut quand même aller assez loin cette affaire. Donc c'est pas une idéologie à prendre à la légère, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que c'est une idéologie millénariste. L'objectif, c'est de détruire le monde sans véritablement une vision de ce que pourrait être un monde meilleur à construire derrière. Et puis, est-ce que ça serait si positif que ça s'ils avaient même une vision pour construire quelque chose derrière? Je suis même pas sûr. Mais je te rejoins. Zootopie, tu vois, c'est pas mal. T'as le petit quartier pour telle espèce, l'autre petit quartier pour telle espèce. Déjà, à partir du moment où il y a quelqu'un qui arrive et qui dit j'ai une vision pour toi, je vous conseille de partir et d'aller faire autre chose, quoi. Ben oui. Ça va? On a fait le tour des woke, où il y a encore des choses que vous voulez ajouter? Moi, il y a des petits trucs que j'ai notés. Justement, ça revient un petit peu sur ça, sur les personnes qui s'auto-diaguent, parce qu'il avait parlé de ça. Les personnes qui vont avoir tendance à s'auto-diagnostiquer et tout ça. Et ce truc en fait, ce qui est intéressant, c'est il y a quand même des points qui sont, en fait, ce qui est, à chaque fois, ils se servent d'éléments, je trouve, le wokiste, d'éléments où il y a quand même un début de truc, il y a un début de réel. C'est-à-dire, par exemple, là, dans le bouquin, il amène le fait qu'il y a l'industrie pharmaceutique ou ce genre de truc. Sujet dont j'ai entendu dans une vidéo, vous vous êtes dit, peut-être qu'un jour, on ferait une vidéo juste sur le sujet. Mais ça peut être dangereux de faire une vidéo juste sur ce sujet.
Et justement, il parle du fait que il y a l'industrie pharmaceutique ou quoi qui va définir des normes derrière, du coup, c'est des complexes énormes en fait industriels qui sont là pour faire des bénéfices, qui sont sous votre connivence avec l'État. On peut prendre Pfizer ou des grosses boîtes comme ça et tout ça, et qui vont définir des normes en fait, et les individus donc rejettent la norme au nom de elle a été définie par ce truc là. Déjà, toutes les normes ne sont pas définies par ces industries ou ces monstres industriels en gros. Et en fait, d'autre part, ça se base quand même sur un réel qui est le fait que y a quand même ces industries qui sont souvent de connivence avec l'État et qui vont faire en sorte de plier le réel pour mettre tout le monde sous médicaments, pour rentabiliser des systèmes. Je crois que j'avais regardé le bénéfice de Pfizer ou quelque chose comme ça. C'était 20 fois celui de la France ou quelque chose comme ça. Enfin, ça pèse 20 fois la France. Enfin, quelque chose d'hallucinant. C'est-à-dire que Pfizer arrive face à la France. En fait, c'est un État. C'est plus puissant qu'un État. Et donc, il soulève des points quand même qui sont intéressants là-dessus. L'engagement aussi plus élevé des femmes dans le wokisme en général. Et en fait, on voit, en fait, il y a des tendances chez les femmes en général à avoir plus de tendance au grégarisme ou ce genre de comportement, et donc à être plus atteint par l'idéologie. Et parce que on peut l'expliquer d'un point de vue évolutionniste, en mode les femmes auraient plus besoin justement auraient moins de choses de survie si elles se faisaient exclure du groupe, et donc cette volonté de toujours rester dans le groupe permanente chez les femmes en général. Et donc, sauf que ça mène à des dangers où les femmes sont plus touchées par le wokisme ou ce genre de trucs. Il y a plus de névro-autisme chez les femmes sur le Big Five. Enfin, il y a plus et elles vont être ravagées par ces idéologies. Et puis, ça mène à des idéologies où derrière, on va pas faire d'enfants aussi parce que pour la planète ou ce genre de trucs. Enfin, et c'est une continuité là-dedans qui est ultra destructrice justement pour la construction de l'individu et de la femme en général, plus que l'homme en fait même. Donc faut retirer le droit de vote aux femmes, c'est ça que tu veux dire? C'est très limite. C'est très très limite. Ouais, Timothée, le chiffre d'affaires de Pfizer, c'est 60 milliards. Donc en fait, Okay. la France pourrait décider de l'acheter en faisant de la dette, ça se verrait même pas dans la taille de la dette de la France. Donc c'est un gros machin. Par contre, je pense que si tu parles en termes de consortium, de boîtes de santé américaines, là ouais, ça pèse. Mais c'est une autre boîte alors, mais c'est une boîte dans la santé. J'ai vu cette semaine, je me rappellerai plus du nom, mais qui pesait, un poids hallucinant par rapport. Mais c'est Par surtout rapport à- qu'après, Et nous, attends, on a 3000 milliards de dettes, hein, on est gros, hein. C'est beaucoup, Ouais, 3000 surtout que- milliards. l'industrie pharmaceutique, c'est pas tant leur capitalisation qui joue, mais c'est après toute l'influence qu'ils ont. Et en fait, c'est des boîtes tellement systémiques qui sont en plus complètement connectées au système socialiste et soviétique français via la sécurité sociale, où en fait, demain Pfizer veut Pfizer, Bayer ou n'importe quelle boîte veut faire la pluie et le beau temps en France, ils le font. La preuve, hein, ils l'ont fait avec les vaccins pendant le rhume 19. C'était exactement ce qui s'est passé. Et Pfizer a fait des bénéfices exceptionnels pendant cette période qui sont juste monumentaux. Et c'est ça en permanence. Bayer avec Sanofi avec le Doliprane, pareil. Sans la Sécu, ils seraient pas aussi riches. Et c'est toujours la même chose, c'est qu'en fait, ils sont tellement connectés que derrière, ils tiennent par les couilles et il suffit de donner le bon chèque au bon député, au bon politique. Et derrière, ils font ce qu'ils veulent, c'est trop facile. Mais la pharma, c'est vraiment ce qui se fait de pire, je crois, en termes d'industrie. Ouais. Ils vendent la mort. Et par exemple, dans What is a Woman aussi, ils expliquent comment ces industries sont de connivence là-dedans. Et en gros, que par exemple, pour un laboratoire qui fournit des médocs qui aident à la transition de genre, parce qu'en gros, ils expliquaient que tout le parcours aux États-Unis d'une transition sur une vie, c'était à peu près $1 million. Ils se disaient, en fait, si je convertis une personne, je fais 1 million. Et en fait, ils se disaient, si derrière, tu vas financer une petite série genre Sex Education sur Netflix, pour donner des fonds pour faire ça, pour expliquer que changer de sexe, c'est génial. En fait, l'investissement, il peut être de quelques millions, mais derrière, rapporter des milliards. Et en fait, derrière, ça peut s'auto-entretenir comme ça, et t'as presque l'impression que c'est purement privé. Et là, on se retrouve dans une merde noire. Et en vrai, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs aux États-Unis. Et pour compléter, comme autre chose qui finance et qui est avérée, c'était les Gay Pride, par exemple, aux États-Unis. Et c'est possible que ce soit un peu en France. Parce qu'au final, c'est un bon Attends, tu vas vivier. dire un truc sur le sida, mec.
Tu vas dire sur les médicaments pour le sida ou un truc comme ça, on Non, va partir en vrille, là. je l'ai même pas osé. Il y a ça, et il y avait autre chose qui, pour une fois, allez, j'ai envie de dire que l'État a peut-être une utilité. C'est que en France, justement, l'État, et dans quasiment la plupart des pays du monde, interdisent aux entreprises pharmaceutiques de pouvoir faire de la publicité à la télé, où il y a peut-être juste certains médicaments qui sont encadrés, dont tu peux en parler. Mais aux États-Unis, il n'y a aucune limite là-dessus. Et il paraît que le budget publicitaire global à la télé et peut-être à la radio, c'est à 75% le complexe pharmaceutique qui en est responsable. Genre, c'est eux qui dépensent quasiment tout l'argent de la publicité sur les chaînes mainstream. C'est énorme. Parce qu'au final, ça rapporte énormément. Mais encore une fois, je pense que même là, tu vois, l'idée d'interdire des pubs comme ça, c'est toujours vouloir mettre un pansement. En fait, il faut juste qu'il n'y ait plus aucune assurance santé publique, que l'État ne touche plus à tout ça. Et normalement, un système d'assurance privée régulera tout ça. Et en fait, parce qu'en France, pour connaître un peu le système, ok, ils n'ont pas le droit de faire des pubs à la télé. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont corrompre les prescripteurs, c'est-à-dire les médecins, pour leur dire, bah voilà, le consommateur du coup n'est plus du tout informé de ce qui existe sur le marché. Il va juste écouter bêtement ce que son médecin lui dit, et corrompre un médecin, c'est beaucoup plus facile que des masses à la télé. Donc au final, je suis même pas sûr que ce soit une bonne chose pour nous en France, parce que c'est catastrophique. Et pour vraiment bien connaître le secteur, les médecins, ils se régalent. Hein. Ils se régalent. On les arrose, enfin c'est n'importe quoi. J'avais écouté un médecin, bah d'ailleurs il parle vite fait de ça, il parle de l'autisme à un moment, je sais plus pourquoi, dans le bouquin. Il dit deux mots en mode, bah, le fait qu'on dans le wokisme, il y a une négation un peu de la différence et par exemple avec les fat studies ou ce genre de trucs, et on doit pas du tout soigner, on doit pas du tout parce que sinon c'est reconnaître déjà que la personne est différente. Enfin, et sur l'autisme et ce que tu dis, Alex, et les subventions des médecins et tout ça, il y avait un médecin que j'écoutais qui expliquait que en fait les vaccins favorisaient l'autisme, et là c'est en train de sortir de partout, pas les vaccins forcément de Covid, mais les vaccins en général, et que lui en fait il s'était jamais renseigné, qu'à un moment il a fini en arrêt maladie pendant 1 an, du coup il a passé son temps à se renseigner, sauf que bah ça faisait 10 ans qu'il vaccinait des enfants, et qu'il voyait effectivement, quand il a étudié la littérature, il y avait une corrélation entre la vaccination et l'autisme, et en fait c'est lié à l'aluminium qui est en microparticules dans les vaccins et qui passait des barrières hémato-encéphaliques et qui rentrait dans le cerveau de l'individu notamment, et ça empêchait le développement de certaines zones et tout ça. Et bref, il y a des trucs comme ça où les entreprises pharmaceutiques vont se gaver, vont financer les médecins vont pas se renseigner parce qu'ils vont faire confiance au système, et derrière toute la population trinque pour et en fait, là-dessus, du coup, le seul truc à faire, c'est tant que tu t'es pas renseigné sur un truc, tu ne l'ouvres pas, en fait. Ouais, et ça revient à ce qu'on disait au début, c'est que rien ne peut empêcher ces choses-là d'émerger. La preuve, on vit dans un monde étatiste, ça émerge. Mais par contre, l'absence d'un État fort évite de prolonger ces trucs qui sont profondément mauvais et qui tuent des gens. On prétend pas que ça n'existerait pas dans notre monde parfait. C'est juste que ça va exister et ça va mourir très vite parce que les gens vont se rendre compte et qu'il n'y aura pas de subvention pour entretenir des trucs aussi néfastes pour les gens. Bah, c'est aussi pour ça que nous, on est rentré dans Bitcoin. C'est que on s'est rendu compte, comme est en train de réaliser aussi Victor Ferry, que tout démarre un petit peu de la planche à billets et de la corruption de la monnaie, et que tu es en capacité de financer mais tout et n'importe quoi, et surtout ce qui justifie ton existence, et là je parle de l'État, de manière monstrueuse, en volant la population, en payant des personnes justement de gauche qui valident l'utilité de l'État, et qui après, justement, comme tu avais fait le React, Victor, sur les journalistes et les chroniqueurs qui passent sur les radios publiques, qui après t'expliquent qu'en fait, toi qui payes tes impôts, t'es une merde, tu vas finir quasiment en enfer, et qu'en fait, on s'en fout de ta gueule. Mais c'est une horreur en fait ce système, et justement pour réussir un peu à s'en échapper et commencer à faire un peu son acte de révolution, tu commences par arrêter d'utiliser leur monnaie, arrêter de leur permettre de s'endetter, de faire de l'inflation,
Et bon, à ta petite échelle, tu peux au moins réduire cet impact et puis après au moins t'en aller individuellement en n'étant plus trop bloqué par le système bancaire, pouvoir faire de l'activité un peu partout et ce genre de choses. Ce genre Pour de l'industrie, truc ouais, est, je t'en prie. ce genre de truc est permis juste parce qu'il n'y a plus d'interaction entre les individus et qu'il y a un système entre les deux qui récupère l'argent et qui fait qu'il y a un déracinement total. Parce que là, sur ces journalistes, c'est comme si tu leur donnais t'arrives face à quelqu'un, tu lui donnes ton argent et derrière, il te met des claques. Bah non, en fait, enfin, déjà, j'ai pas envie forcément de te donner mon argent. Et en plus, tu viens de me cracher dessus alors que je viens de te donner mon argent. Et c'est vraiment ce qui se passe, en fait, réellement. Et donc, l'État, c'est celui qui permet de légitimer cette violence parce qu'il fait comme si l'argent sortait de nulle part et que l'argent était gratuit, quoi. Faudra qu'on se le fasse un jour, le complexe militaro-pharmaceutique, là. Le truc, c'est que sur les vaccins, la dernière fois que j'avais regardé le truc de vaccin autisme, c'était ça avait l'air d'être une fausse corrélation. C'est du type explosion de l'administration des vaccins, explosion de l'autisme, mais la variable qui explique ça, c'est une explosion du nombre de diagnostics. Donc, faudrait que je vérifie je revérifie. Je t'enverrai, si tu veux, mes sources et tout ça. Et c'est un truc qui est en train de sortir là récemment. Là, il y a des papiers qui sortent récemment. Et ça va au-delà de justement ces simples corrélations de explosion du diagnostic. Et c'est vrai que c'est un biais dont il faut se méfier systématiquement. Parce que on dit la société, le taux de dépression. Oui, mais en fait, tes outils pour diagnostiquer prennent 10 fois plus de critères en compte. Donc c'est pas le réel qui a changé, c'est ta définition, quoi. Ouais, t'as raison. Non mais allez-y. Allez-y les gars. Et les dinosaures. Tu veux qu'on invite le bunker là? Bref, on va continuer notre travail de déconstruction épisode après épisode. Donc, vous aimez cette vidéo, évidemment, vous la partagez, vous la commentez, vous vous abonnez à la chaîne de How to Bitcoin, vous vous abonnez à la chaîne de Timothée. Vous aurez ça en dessous. Nous, on déconstruit, mais on a aussi un horizon joyeux, effectivement, un monde où les individus seraient un peu plus libérés de l'État, en commençant par ne plus utiliser la monnaie pourrie des États, parce que c'est comme ça que les humains peuvent libérer leur créativité. Et ça, c'est beau, en fait. Ce serait beau, un monde avec plus d'audace, plus de créateurs. Et ce monde émergera au fur et à mesure de la déconstruction de ces idéologies de victimes que sont le gauchisme et le wokisme. Merci Alex, merci Victor, merci Timothée, et ciao, à la prochaine. Merci à toi. Ciao. Merci.